Mais tu les as vus danser, chanter, c'est magnifique. Demande à ma course s'il a envie de chanter aujourd'hui, lui. Ils ont tous passé la visite médicale haut la main, prêts pour attaquer une deuxième saison. Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle saison, la saison 2 de Retour du Stade. On est ravis de reprendre tout ça. À vrai dire, je pense qu'on trahit rien. On le savait depuis quelque temps qu'on allait reprendre. On savait juste pas trop ni quand ni comment. Mais ça y est, on y est. Messieurs, évidemment, on garde l'équipe de l'année dernière. On va annoncer les petites nouveautés dans un instant. Mais comment ne pas commencer sans vous demander comment s'est passé cet été? Pour certains mieux que d'autres, je pense. Et Opsi, je te laisse commencer. Franchement, un été, dur en rebondissement. J'aurais bien aimé avoir un été aussi calme que le mercato de l'Olympique de Marseille, mais malheureusement, des fois, faut payer l'addition, faut payer la cuenta. L'État a été pour toi ce que la DNCG a été à l'OM. C'est ça, j'ai des restrictions de liberté sur la voie publique. Je ne suis pas autorisé à utiliser tous les véhicules que je veux. Et voilà. Le vélo est autorisé. Le je vélo et le 50 cm3 est autorisé. On a C'est perdu mieux que rien. on a perdu en puissance quand même. On a perdu en puissance, on se déplace un peu moins vite. Un peu moins vite. C'est vraiment l'allégorie de l'OM. C'est exactement ça. C'est un peu le 50 fait un retour dans ma vie un peu comme Comme je à sais Minarit, pas. vas-y. Comme un Minarit, ouais. Comme un Minarit. On met va les en pieds dans parler le plat. pendant l'émission. On l'évoque déjà, on commence. Moi, ça va. Alba, comment ça va? Mais à Minarit, Pardon, c'est un peu meilleur que mon 50 pour le coup. J'ai grillé la priorité à Alba. Je Là, disais tu que peux. de mon côté, ça allait. On a vécu une belle Coupe du Monde. On a bien profité des vacances et on est prêt à repartir sur une saison couleur bleu et blanche avec les aléas que ça va impliquer et les rebondissements qui nous attendent parce qu'on a toujours chaque saison, donc il n'y a pas de raison que cette année déroge à la règle. Écoute, moi, ça va. Sous la, combien, 4e, 5e canicule? 6e peut-être. C'est dur. C'est dur, on s'accroche, hein. Mais ça va, écoute. Content que le championnat reprenne vendredi. Moi, je suis presque comme Max. J'ai pas regardé les premiers matchs, mais vraiment pas du tout. J'ai à peine vu les buts. J'ai commencé à me brancher contre Bilbao. Et l'Atlético Madrid, j'ai regardé en entier. Mais ça monte petit à petit. Vraiment petit, mais vraiment tout petit, hein. Tout Mais, petit à petit. ouais, tout petit à petit. Mais ça va. Moi, je dois faire la confession avant qu'on raconte un peu, qu'on revienne sur toute l'actu qu'on a manqué pendant un mois et demi. Je n'ai pas vu une seule seconde de cet Olympique de Marseille. Pour la simple et bonne raison que, un peu comme tu sais que tu vas aller voir un comique sur scène, t'as pas envie de te faire spoil des petits bouts de spectacle sur YouTube. C'est exactement pareil pour moi avec l'Olympique de Marseille. Je n'ai pas regardé une seule seconde. Je veux être ébloui vendredi. Et je laisse, je me laisse la complète surprise des compos, des joueurs en forme ou en méforme, même si je suis quand même très heureux de voir qu'Aminarit est en TT Twitter. Et ça, on y reviendra juste après. C'est un vrai combat qui va tenir toute l'année. Mais ouais, non, entre les vacances, le besoin de couper et 2-3 trucs à gérer, je n'ai pas regardé. Puis il y avait les championnats d'Europe d'athlé. Et en vrai, priorité à Jimmy Gressier et à Mondo Duplantis, hein. Donc malheureusement, l'OM n'a pas trouvé de Grâce à petite tes place dans yeux. mon agenda. Non, vraiment. Et c'est pas et en vrai, je suis content quand même de les retrouver vendredi. C'est ça qui est paradoxal. Ils t'ont manqué, Mais avant j'imagine. vendredi, aucun intérêt, aucune envie. Pour le coup, moi, je salue la démarche parce que, je trouve ça bien de se donner rendez-vous pour la première journée et d'avoir la parfaite surprise de découvrir un petit peu à quoi l'OM 26-27 ressemble. J'étais parti pour faire la même chose. J'ai raté aucun amical, aucun match de prépa.
jusqu'à que je me fasse attraper par un temps mort dans mon agenda. Et donc, du coup, j'ai regardé Bilbao et j'ai regardé aussi Atlético Madrid. C'était sur des créneaux qui m'arrangeaient plutôt bien, donc j'ai regardé. Mais j'ai regardé en essayant de garder un petit œil distant et en essayant de pas trop juger non plus ce que je voyais, en me disant que la réalité de ce qu'on verrait en Ligue 1 sera complètement différente et on jugera vraiment à partir de vendredi ce qu'on voit. C'est franchement complètement ça. Et ouais, pour le coup, j'ai vu, il y avait beaucoup de débats quand même. J'ai suivi un petit peu de loin, mais j'ai suivi pas mal de critiques sur les joueurs, sur le contenu, notamment du premier match, puis après assez dithyrambique sur le contenu du reste. Quand on a vécu les OM Juventus en amical il y a quelques années, ou ne serait-ce que la préparation il y a 2 ans où tu te faisais saigner à peu près par tout le monde, celle de Tudor aussi qui était pas bonne. Bon, je crois que on est tous d'accord pour dire que ça vaut ce que ça vaut. Mais ça fait plaisir aux drogués, tu vois, aux drogués de l'Olympique. Il fallait une petite dose fin juillet, début août. Je peux complètement l'entendre. Et c'est noble, je respecte de fou. Mais j'ai pas pu. Est-ce qu'avant, messieurs, de repartir sur Conducteur qu'on a bien écrit, etc., on parlerait pas un petit peu de nous, genre juste 2 minutes, pour annoncer officiellement à ceux qui l'auraient pas vu ce qu'on met en place cette année, parce que on a passé la DNCG, on a racheté les droits d'une émission. Je pense que Younes, tu vas pouvoir nous en parler. On a fait ce que les gens d'école de commerce appellent une FUSAC, une fusion-acquisition. Et je crois que je te laisse l'annoncer. C'est quand même ton bébé à toi. Ah oui, bah, maintenant, c'est notre bébé à tous pour le coup. Et effectivement, on a décidé que J'irai débrief chez vous deviendrait officiellement Retour du stade débrief chez vous. Et donc, à cet égard, on sera toujours présent à chaud pour débriefer chaque match de Ligue 1. Donc, le podcast est toujours à retrouver dans la soirée qui suit le match. On enregistre dans la foulée du match. Je serai à la présentation et quelquefois, ça sera Max, du coup, qui sera à la présentation aussi. Et on aura toujours Opti ou Alba dans la peau du consultant, avec toujours le même principe d'avoir un invité chaque semaine. Donc d'ailleurs, si vous avez des invités à nous recommander vivement qui étaient sur la saison 1 ou qui n'étaient pas sur la saison 1 justement, n'hésitez pas à nous faire part de vos recommandations. Nous, on a une petite liste, bien sûr. J'avais été très modestement plutôt bon sur le casting de la saison 1, donc je pense qu'on va retrouver pas mal d'intervenants qu'on avait eu sur la saison 1. Et voilà, c'est ça l'annonce principale. Il y avait pas de raison enfin, pour moi de continuer le podcast de mon côté alors qu'on a une si belle équipe. L'année dernière, j'avais commencé à gérer chez vous avant qu'on lance Retour du stade. Donc c'était assez naturel qu'on merge les deux et que ça soit plus qu'un seul média qui couvre les 2 podcasts hebdomadaires de notre équipe. Voilà, double dose de Retour du stade désormais. On se lance dans la multipropriété si on regarde bien. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est vraiment ça. Et du coup, ouais, mardi, mercredi, principalement mercredi pour l'émission hebdo, tous les 4. Et à chaque match de Ligue 1, donc en fonction, vendredi, samedi ou dimanche pour la deuxième dose. On verra si on ajoute un petit peu de contenu au fur et à mesure. On va déjà essayer de tenir ce rythme-là toute l'année. Et voilà, toujours à retrouver YouTube et toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas donc à aller vous abonner et à donner un petit peu de force. Merci pour tous vos messages depuis qu'on a relancé un petit peu Twitter. Et puis on en profite aussi pour remercier Geoffrey, qui est le dernier arrivé de l'équipe et qui nous rejoint pour essayer d'être un peu plus cadré sur les réseaux, parce que c'est pas non plus c'est pas notre fort. Donc on va essayer de vous donner un petit peu plus de contenu sur tous les réseaux, notamment YouTube et Twitter. Donc là aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Est-ce qu'on a fait le tour des nouveautés de l'été, je crois à peu près? Yes. Eh bien, à 4 jours maintenant de la reprise de la Ligue 1 et du premier match de l'Olympique de Marseille, OM Strasbourg, qui va lancer la saison d'ailleurs, même si on peut dire que peut-être le Trophée des Champions a lancé un peu la saison, blabla, mais je suis plutôt pour partir du principe que c'est la J1 qui lance le retour du football de très haut niveau en France, hein.
Premier sentiment de l'été, on va revenir sur plein de trucs après, mais là on enregistre, il est le 17 août. Si en une phrase ou deux, votre sentiment là, on en est où de cet Olympique de Marseille version Bruno Genesio, Greg Lorenzi, Stéphane Richard? Moi, si je peux commencer, curieux de voir ce que ça va donner, parce que on est à 0 recrue, il reste 2 semaines. Mais quand tu regardes les 2 matchs amicaux, bah, c'était plutôt agréable. Donc, moi, je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner d'ici le 1er septembre. Curieux aussi. Après, j'ai quand même le sentiment, comme l'allégorie d'Opti le rappelait en début d'émission, d'être passé d'un puissant véhicule à un véhicule avec un peu moins de chevaux. Alors peut-être pour plus de sécurité et plus de fiabilité. C'est tout le mal qu'on se souhaite. Mais j'ai quand même, on va dire, beaucoup moins d'entrain sur cette saison dans la mesure où je pars pas défaitiste. Pour le coup, je pense et on y reviendra un petit peu, ce qu'on a vu de ces premiers matchs de prépa pour ce qu'ils valent, il y a de quoi, avoir des ambitions raisonnables pour cette saison. Mais j'ai quand même encore le sentiment que cet OM est encore beaucoup trop marqué par, les échecs de la saison passée, notamment le fait d'avoir un directeur sportif qui intervient encore sur ces sujets-là et qui ravive encore, certaines braises de l'année passée, alors qu'on est en pleine prépa et qu'on a visiblement, tous tourné la page. Je trouve que le contexte est encore, un petit peu malsain autour du club. Alors peut-être que c'est aussi un épiphénomène et qu'il y a l'effet loupe des réseaux sociaux, mais ce qu'on a vu par exemple sur Balerdi et les sifflets du stade contre l'Atlético Madrid, ça présage pas réellement d'un club qui s'est assaini et assagi. À côté de ça, on a aussi quand même dans la base de supporters beaucoup de ce qu'on pouvait qualifier d'anti l'année dernière. Il y avait beaucoup de critiques à l'égard de Roberto De Zerbi notamment, qui vont un petit peu hem et c'est une crainte, hein, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça un peu sur les matchs amicaux, faire énormément de comparaisons entre l'année dernière et cette année, et je suis pas sûr qu'on ait besoin de ça dans notre quotidien de supporter de l'Olympique de Marseille. Chaque saison a sa propre vérité, chaque saison a son contexte, et donc du coup, je pense pas que les comparaisons soient très pertinentes. Et ouais, c'est un peu le climat dans lequel je suis, excité de retrouver l'Olympique de Marseille, mais dans le même temps, pas forcément, très, très enthousiaste. On va suivre cette saison, on va espérer de très belles choses pour le coup, mais j'espère que, le contexte marseillais dont on parle tant et qui est une lubie selon certains, et à mon sens, il existe vraiment, il y a qu'à voir un petit peu le climat autour du club, va pas trop nous affecter cette saison. Je te donne la parole juste après Opti, mais je rebondis sur ce que tu viens de dire, Younes, parce que moi, c'est un peu le sentiment que j'ai. Je m'attendais un peu à cette intersaison merdique où t'allais pas recruter grand monde. On sentait bien qu'il y avait un changement de braquet et un passage, une décélération claire dans les ambitions, dans les intentions et notamment sur le mercato. Mais je m'attendais à ce que les supporters et même le board au sens large soient un petit peu plus soudés les uns avec les autres, quitte à faire corps contre les autres équipes qui sont mieux financièrement, qui se dotent de joueurs intéressants. On pourrait parler du mercato lensois, on pourrait parler avec leurs armes du mercato lyonnais, on verra ce que ça donne, mais Openda par exemple, c'est une jolie prise à leur niveau. Et je suis un peu déçu de voir que 2 mois après, à peine, on en revient à des sous-guerres de clochers à l'intérieur même chez nous, il faut virer Balerdi, il faut faire ceci, il faut faire cela, on siffle pendant les amicaux. En vrai, je pense qu'on a vécu une saison affreuse et je pensais que ça allait connecter un peu mieux tout le monde et qu'on allait repartir sur des bases un peu plus saines. Et quand je dis nous, c'est le contexte, les supporters, etc. Et de laisser les polémiques aux anciens directeurs sportifs, aux médias nationaux, à ceux qui vivent un peu aussi des résultats cata de l'OM. Et je suis un peu surpris. Je pensais que, ouais,
que tout le monde sera un peu plus soudé. J'ai l'impression qu'en interne, ça va, même si la déclaration de Genesio sur les agissements de McCourt et de Stéphane Richard Lorenzi apparemment sur le cas Heuberg, on y reviendra après, m'ont fait tiquer. Mais ouais, je pensais que, sans dire qu'on allait faire un seul contre tous, mais un peu... C'est ce qui me déçoit un peu. Je pensais qu'on allait être un peu plus soudés que ça. Bon, moi de mon côté, je suis excité. Bon, déjà parce que on vit à Marseille, que cette ville vit au rythme de ce club, donc on attendait que ça. Et moi, j'aime bien cette OM de rupture parce que je me dis que cette saison qui arrive, je me dis que dans tous les cas, elle vient sonner le glas d'un OM qui vit au-dessus de ses moyens, qui fait des paris tous les étés. Je me rappelle de Younes qui disait souvent ça, le fait de doubler la pièce pour grossir et tout. Mais le problème, c'est que dans ces paris-là, il y avait aussi le fait que la machine déraille, comme cet été. Et je me dis que là, enfin, j'ai l'impression que l'OM va vivre dans un monde qui lui convient, pas un monde fantasmé où tu peux mettre des dizaines de millions sur la table en budgétisant à chaque fois une qualif en LDC. Donc je me dis que dans tous les cas, cette saison elle sera salvatrice pour l'OM parce que on ne fera pas plus que ce qu'on ne peut faire, c'est sûr. Peut-être même qu'on fera pas assez pour rentrer dans les clous. Et le truc qui me réjouit, c'est que la matière première, c'est-à-dire l'effectif et le coach, ça a l'air de bien se passer. Et pour qu'une saison soit réussie, c'est quand même un élément fondamental. Et j'ai l'impression qu'ils sont heureux. Comme l'a dit Younes, ça dérange quelqu'un apparemment que les joueurs aient le sourire, soient heureux de s'entraîner. Ça dérange certains qu'ils veuillent aller au bout de leur contrat aussi. Comme l'a dit Max, il y a un mec qui a perdu son brassard parce qu'il a refusé de signer à Newcastle. Ça, c'est les trucs un peu perturbants. Balerdi, moi, je l'ai vécu du stade. Je sais même plus. En fait, moi, en fait, je le relève pas parce que dans la carrière de Léo, je pense qu'à l'OM, je pense que c'est anecdotique. Même si, même si celle-là, je pense que, en fait, il pensait avoir tout vu, mais celle-là, je pense qu'il s'y attendait pas et personne s'y attendait parce qu'être hué à domicile pendant un match de prépa, bon, faut le faire. Mais ça, c'est nos ingénieurs de la Team OM. Pendant une C'est heure, pas hein, la en plus. première fois, hein. Et pendant une heure, moi, c'est ça qui m'a surtout marqué, c'est que premier sifflet, déjà, je trouve ça ridicule. Ah, ils sont pas arrêtés. Deuxième, je me dis, bon, peut-être qu'ils ils ont pensé qu'on n'avait pas entendu la première fois, donc ils le refont. Et jusqu'à la 94e minute et le dernier ballon joué. Mais il sort un peu avant, heureusement. Mais ouais, genre, jusqu'à ce qu'il sorte, il se fait huer. Genre, et moi, j'avais un mec devant moi au stade qui, avant qu'il reçoive le ballon, préparait ses doigts pour armer son sifflet. Et je me disais, mais c'est qui ce dingue, genre? C'est qui ce fou? Avec ses deux enfants en bas âge. Je me disais, mais c'est pas possible. Genre, pourquoi faire? En fait, qu'est-ce qui te motive? Et après, au-delà son match, il est éteint, tu vois. Son match, il est éteint, il fait une connerie sur le but, il y a faute. Ça, déjà, l'arbitre, j'ai pas compris. Ça, pour moi, la faute que demande Léo, c'est un five entre potes. Un five entre potes, tu demandes la faute. Et à part si tu joues avec des fous, tu prends ta faute et puis c'est tout. Là, un match à domicile chez toi, pour moi, c'est la même chose. Tu demandes une faute, tu la prends dans une situation comme ça. Mais lui, il a voulu faire l'intéressant et les conséquences, elles sont énormes. Mais pour revenir au truc initial, je suis plutôt hypé. Elle m'intéresse cette saison. En fait, j'aime bien cette odeur de soufre. Ce premier match du championnat avec 0 recrue et avec les retours de près, je sais pas. J'aime bien. Tu tiens hein, à ce match à 0 recrue, tu tiens beaucoup, hein. Ouais. Je sais pas, il y a un truc genre, tu vois, jouer avec Cornelius, je sais pas, ça me plaît. Après, pour le coup, odeur de soufre, moi, je trouve pas qu'il y ait une odeur de soufre, ou en tout cas, il devrait pas y avoir d'odeur de soufre, pour le coup. Bon, je suis d'habitude toujours indulgent avec l'Olympique de Marseille. Je pense que vous l'avez remarqué après la saison qu'on a passée ensemble. Mais cette année, j'ai envie de dire que je vais l'être encore 2 fois plus ou 3 fois plus, parce que pour le coup, c'est difficile d'attendre quoi que ce soit de cet OM-là, tant on part désarmé
sur la ligne de départ, pardon, parce que on est le seul club du top 5 européen qui n'a enregistré aucune recrue à date. Quand on connaît la saison dernière que beaucoup de joueurs qui sont encore là ont vécu, bah forcément ça laisse des traces. Je suis content de voir que le groupe vit bien, tu l'as bien souligné, Opti, la cohésion avec Bruno Genesio a l'air de parfaitement fonctionner et ça pour le coup c'était un des plus dans le tableau de Genesio, de savoir qu'il a cette capacité à fédérer un groupe et à toujours être estimé par ses joueurs. Mais globalement, je trouve pas qu'il devrait avoir une odeur de soufre. Pour le coup, je pense que nous, en tant que supporters aussi, on doit accompagner cet OM-là et être conscient des enjeux pour le club. Tu parlais tout à l'heure de repartir sur une base saine, etc. À nous, supporters, créateurs de contenu, etc., de d'accompagner cette équipe-là dans le positif. Je trouve que les Lyonnais, par exemple, l'année dernière, ont parfaitement joué le coup sur ça et ont bien accompagné leur équipe. Quand tu prends leur début de saison, alors ça c'est un peu de réussite parce qu'ils ont des victoires 1-0 qui s'enchaînent, etc. et ça tourne en leur faveur, mais globalement, tu pouvais pas discuter avec un supporter lyonnais sans qu'il te rappelle qu'ils étaient en Ligue 2 une semaine avant, 2 semaines avant, 3 semaines avant, 4 semaines avant, et on a passé la saison à les juger comme une équipe qui aurait dû être en Ligue 2, alors que bon, ils avaient une défense centrale avec un joueur acheté à 35 millions d'euros, ils ont un champion du monde au milieu de terrain qui touche le salaire que 95% des joueurs de Ligue 1 ne touchent pas hors PSG. Ben voilà. Je trouve que nous aussi, on va devoir être patient avec cette équipe, accepter que parti comme c'est, on va pas avoir que des hauts dans la saison. L'effectif est drastiquement court quand les semaines de 3 matchs, on y reviendra après, vont s'enchaîner. Il y a des périodes qui vont être compliquées. Je vous prends juste tous à témoin, mais pour ceux qui regardaient le match, on en parlait en plus dans le groupe, mais quand Peshao est par terre, il y a des visages qui sont quand même très 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 crispés pour le coup. C'est ma seule connexion avec l'intersaison. Je pense qu'on peut le dire. Quand je vous ai vu sur la conversation tweeter, écrire des messages en caps lock en disant ah là, je me suis dit oula, attends, là il faut que tu ouvres la conversation, il s'est passé un truc. Et je sentais bien que c'était pas bon et que c'était pas Cornelius. Donc avec tout le respect que j'ai pour Derek, mais que j'ai senti que vous étiez très très préoccupé par le cri et le fait qu'ils soient restés au sol 3 minutes. En fait, ça en dit beaucoup parce que pour le coup, on était vraiment tous à terre à ce moment-là. On a tous imaginé le pire, et c'est pour vous montrer à quoi tient la saison de l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire que Peshao, avec ses qualités, ses défauts, pour le coup, c'est inconcevable d'imaginer qu'il puisse se tenir la cuisse 5 minutes dans un match ou qu'il puisse avoir le mollet en sang parce qu'il a pris un tacle un peu trop appuyé. Donc, je pense qu'il va falloir faire preuve de beaucoup de patience, de beaucoup de résilience et aussi d'indulgence avec cette OM version 26-27. Et vous le disiez tous les deux, Genesio, il a été choisi notamment pour sa capacité peut-être à relever ce défi-là. Et c'était peut-être l'un des seuls en France, dans les entraîneurs francophones, à pouvoir relever ce défi qui attend l'OM cette saison. Moi, je le trouve... En fait, ma hype vient aussi de Bruno Genesio. Pour le coup, dans le contenu, j'ai vu qu'on en disait plutôt du bien, et je suis pas surpris des premiers retours qu'on a de joie de vivre, de communion, on est tous pour le coup, eux ont l'air soudés ensemble et de vivre bien cette intersaison. Je pense que même ça peut durer, peu importe les hauts et les bas, parce qu'il l'a quand même souvent fait, cette affaire, notamment sur ses premières saisons. Ce côté, on est un groupe, on vit bien et on va jusqu'au bout tous ensemble. Et je suis très heureux finalement. On n'en avait jamais parlé parce que quand on a coupé la saison 1, Greg Lorenzi était arrivé, mais Habib Beye était toujours officiellement l'entraîneur de l'OM. Et je suis très heureux de sa nomination, et je suis très heureux de commencer le championnat avec lui par rapport à tout ce qu'on voit, et même par rapport à ses prises de position dernièrement. Donc ma grande hype vient de là, et en plus le blason lui va très bien. Je le trouve très beau avec le blason, et ça j'avais aucun doute là-dessus non plus. Petit avis Genesio, ou est-ce qu'il y a quelqu'un justement qui partage pas ce truc-là? Non, moi je te rejoins à 100%. Ça fait plaisir d'avoir
un entraîneur qui arrive dans un environnement qui semble déjà apprécié et qui donne pas l'impression de se dénaturer. Il fait que rabâcher qu'il est content de l'effectif, qu'il s'attendait à ce type de mission un peu compliquée et je trouve il ramène un peu de calme. Il ramène un peu de calme à tout le monde et dans la mission, avec la crise d'austérité qu'il y a au club, avoir quelqu'un qui connaît très bien la Ligue 1 et qui a réussi à avoir, des résultats dans plein de contextes différents, hein, parce que Rennes, c'était pas comme à Lyon, comme c'était pas comme à Lille et il a toujours eu des résultats. Donc les premiers signaux sont positifs et comme toi, moi, j'ai vraiment bien apprécié comment il s'est positionné par l'histoire du Capitana, qui est un problème alors que ça devrait pas en être un et je trouve qu'il s'est bien positionné. Il se met pas en porte-à-faux vis-à-vis de la direction et surtout, il donne raison aux joueurs qui ont pu enfin, les viser, Højbjerg et Balerdi, qui ont pu se sentir un peu, comme sûrement mal vécu, sur le Capitana. Ben, je trouve que sa position, elle était appréciable. Moi, pareil, hein. Pep, il fait partie de la hype. Parce qu'en fait, t'as l'impression qu'il est là au bon endroit, au bon moment. Comme l'a dit Alba, on a souvent eu ces entraîneurs qui viennent, qui te parlent de l'OM, où tu sens que ça force un peu le storytelling. Lui, tu sens que c'est juste un mec qui français, qui a 70 berges, qui est dans le foot français depuis qu'il est tout petit, et que l'OM, ça le fait vibrer un peu à la manière de Gasset, mais un peu plus tôt dans sa vie, quoi. Tu sens que pour ces mecs-là, c'est l'aboutissement. Genre, c'est un kiff. 70, tu le vieillis de fou, quand même. De quoi? Tu Il a dis pas fait 70 il a pas berges. fait 60 encore, hein. Je crois qu'il a pas Non, 60, hein. je parlais de, tu sais, l'entraîneur français, enfin, le mec du football français, pour qui l'OM, ça reste, peu importe par où il est passé avant, peu importe c'est quoi son amour initial, pour qui l'OM, c'est un truc de fou, genre. C'est un truc de fou d'arriver sur le banc de l'OM. Et le seul truc où je m'inscris un peu en faux, c'est sur le truc qui dit, accepter l'OM dans cette situation. La vérité, c'est qu'il sort de Lille parce qu'il en peut plus de Lille. Et à partir du moment où tu concèdes que c'est pas un mec qui va partir à l'étranger, le seul banc sur lequel le seul banc qui lui reste à sa hauteur en Ligue 1, c'est celui-là. Il peut pas aller à Lyon, il peut pas aller au PSG. Lille, il s'en va. Si Lens va dessus, il peut aller à Lens, mais Il Lens, aurait pu aller à c'est pas lui. Monaco, hein. En Il vrai, peut aller, ouais, il peut en aller vrai, à il aurait Monaco, mais pu. mais c'est vrai, mais c'est pas leur truc, tu vois. Mais, tu vois, il lui reste que Monaco et Marseille. À partir du moment où Marseille l'appelle, dans quel monde il va te dire non, c'est un peu le foutoir, je viens pas. Je vois pas trop. Et l'autre truc, c'est, certes, il appelle au calme, certes, il a l'air gentil, et peut-être il est pas dingue, mais j'aime pas trop la rhétorique qui voudrait que, genre, comme si sa qualité principale d'entraîneur, c'était d'être calme, et le défaut de ceux d'avant, c'était d'être nerveux. C'est un trait de caractère qui colle bien à la situation actuelle de l'OM, mais si c'était que ça, il y en a plein des mecs calmes, tu vois. Et en plus, au premier remous sur le brassard, il te fait comprendre qu'il est calme, qu'il est gentil, et que il va pas se faire genre s'il faut qu'il marronne, il va marronner, genre le coup du Ouais. brassard, et il se cache pas derrière son petit doigt. Et en plus, c'est même pas un entraîneur calme pour le coup. Il a plutôt la réputation d'être un peu râleur, un peu Bah, c'est un mec qui a boudon. coursé un mec dans une. Ouais, J'ai bon pas après, beaucoup de. dans ce contexte-là, je pense que tout être humain, on rappelle, hein, je crois qu'il était avec sa fille à ce moment-là, il y a des fous qui l'ont dérangé à Lyon, etc. Mais c'est même pas un entraîneur calme, en vrai, je sais pas d'où vient cette étiquette-là. En tout cas, personnellement, c'est pas l'image que j'en ai. Mais personnellement, moi, je suis aussi satisfait de ce choix-là et de ce que j'ai vu pour l'instant de lui, que ce soit dans la prépa, dans la communication, etc. Je trouve que je trouve très apaisé par rapport au contexte. Je trouve à bonne distance de tous les événements. Il parle beaucoup de terrain. Il s'éparpille pas à commenter un petit peu l'actualité du club. Même quand on lui pose la question, etc., il reste quand même globalement assez évasif dessus. Il a pris une position assez forte vis-à-vis du groupe et de son vestiaire avec le cas d'Højbjerg. Ça va mettre à son crédit. Pour le coup, je suis assez curieux parce que c'est un entraîneur que j'ai toujours bien estimé tactiquement. Et de la même manière qu'on lui colle l'étiquette de mec calme, alors qu'il n'est pas nécessairement calme, je trouve. Moi, j'ai beaucoup d'images de lui qui vilipende l'arbitre ou qui s'excite au bord du terrain. Ben, c'est un entraîneur qu'on qualifie souvent de proche de ses joueurs,
qui les met dans un beau cocon, etc. Mais ça reste un très bon tacticien. Il a eu l'occasion de s'illustrer plein de fois dans plein de grands rendez-vous, que ce soit avec l'OL ou que ce soit avec Lille plus récemment en Ligue des Champions. Moi, à chaque fois que je l'ai vu, entraîneur que je trouve très inspiré tactiquement, même sur ce début de prépa, en tout cas les 2 matchs que j'ai vus, à savoir Bilbao et Madrid, je trouve que sa proposition, elle est très cohérente et j'ai bien aimé ce qu'il a essayé de mettre en place par rapport aux forces en présence qu'on a, etc. Et on reviendra peut-être après sur les matchs amicaux en faisant un zoom dessus. Mais il y a un point qui m'intrigue, on va dire, c'est que globalement dans la fanbase lyonnaise, il a pas fait l'unanimité, au contraire. Et je sais que beaucoup de supporters par les clubs où il est passé ont pu se lasser de lui et lui faire plusieurs griefs. Donc je sais que ça peut arriver à l'OM aussi qu'on se retrouve dans des situations où on se met à ne plus comprendre ses choix, etc. J'ai du mal à comprendre comment, parce que j'ai toujours trouvé ça injustifié. Quand il était à l'OL, j'ai jamais compris pourquoi on s'en est pris à lui. Quand il était à Rennes, j'ai jamais compris aussi pourquoi on lui a imputé le fait que Rennes était une équipe en dents de scie. Rennes a toujours été une équipe en dents de scie avant lui, et à part la saison Make a Wish avec Stéphane, ça a toujours été une équipe comme ça. Il est parti, l'équipe a continué d'être en dents de scie. Donc globalement, on va voir ce que ça donnera à l'Olympique de Marseille, mais pour l'instant, moi, je suis très enthousiaste de l'avoir sur le banc, et je pense que c'est l'homme qu'il faut pour ce projet-là. Puis on le rappelle, hein, invaincu contre Diego Simeone en carrière, invaincu contre Carlo Ancelotti en carrière. En match officiel, parce qu'il a perdu vendredi, du coup. En match officiel, évidemment, parce que quand ça compte pas, il est pas. Il donne la victoire, exactement. Il donne la victoire. C'est un grand cœur, Bruno. Et si je dis pas de bêtises, à son tableau de chasse, il a le vrai Pep. Ils y sont tous, je crois. Et franchement, il en manque pas beaucoup. Je crois qu'il a Klopp. Non, vraiment, je crois qu'il. Non, pour le coup, il les a tous, je crois. Je crois qu'il a Klopp, Ancelotti, Pep, Simeone. Il a tout le monde. Pochettino. Enfin, je regarde la liste en même temps. Sampaoli, mais bon, qui n'a pas Sampaoli en 2026. Thomas Tuchel aussi. Bref, il a au moins une victoire contre tous ces mecs-là. De Zerbi. C'est le seul entraîneur qui ne l'a pas battu sur les 2 saisons, enfin les 18 mois qu'il a passé à l'Olympique de Marseille. Il y a Reims qui est descendu, contre qui on n'a pas pris de points, mais Lille, c'est la seule équipe contre qui l'OM n'a pas gagné en 18 mois avec De Zerbi. Sinon, on a battu tout le monde. Après, en Coupe de France, on aurait dû taper, mais bon. Ouais, mais on a perdu en championnat. Ouais, mais en Coupe de France, il s'en sort bien. Le fameux il s'en est bien sorti. Le match aller de la première saison aussi, le match retour, pardon, de la première saison aussi. C'est quoi, c'est Rulli? C'est Rulli en fin de match. Ouais. C'est vrai. Et il n'y a pas une tête de Diakité à la dernière minute aussi sur un autre match. Enfin, c'est. Le match. Oui. Le match aller. Avec le beau but là qu'on met. Le but magnifique. Ouais. Égalisation qui n'aurait pas dû avoir lieu. Le but magnifique de quand il y avait pas de patte de Zerbi. Exactement. J'arrête, je suis en train de tomber dans le petit jeu que je déploie en début d'émission. Ouais, et puis on a dit qu'il y avait des noms qui ne devaient pas revenir sur le podcast cette année. Roberto De Zerbi en fait partie. Normalement. On est parti d'une blague et fait boule de neige. Désolé. Mais oui, non, mais on rappelle quand même que tu as toujours ton rôle d'avocat et que désormais tu tweets aussi en anglais les dimanches vers 15h pour la Première Ligue. Exactement. Alors, on n'a pas perdu. On a un ami qu'on a perdu du côté de l'autre manche qui, je sais pas s'il nous écoutera. On n'a pas Younes, on l'a pas perdu, mais on a perdu un ami suisse qui a quitté la team OM. Il a l'air de bien se porter, hein. Il a l'air d'aller bien. Il a l'air anéanti. On lui fait la bise. Si on reprend, justement, on a parlé de Genesio, si on reprend un petit peu les matchs amicaux, sauf erreur de ma part, 6 matchs, 4 victoires, 2 défaites, dont celle de vendredi dernier contre l'Atlético. Petit bilan pour vous, quels sont les points vraiment à retenir de cette intersaison? On l'a dit, ça vaut pas grand chose. On a déjà assisté à des intersaisons super et des débuts de championnat derrière très moyens et inversement. Mais aujourd'hui, par rapport à l'effectif qu'il y a et qui va pas bouger du coup par rapport à Strasbourg et peut-être même par rapport au premier match tout court, hein, Monaco arrivera 9 jours après, mais le mercato sera toujours ouvert. C'est pas dit qu'on ait toute l'équipe
l'entièreté de l'effectif dès le déplacement à Monaco. Qu'est-ce que vous retenez de ces 6 premiers matchs, si ce n'est peut-être la résurrection évidente d'un joueur qui revient très en forme et qui sera peut-être dans le top 3 des joueurs à suivre de l'OM cette année. Je ne te lance pas tout de suite au petit là-dessus, mais je sais que tu n'en penses pas moins. Top 3, t'es Dis gentil, hein, à ce rythme. top 2? Bah Oh, pour moi, il est top 2 pour le moment. Mais j'ai pas regardé les matchs, donc j'ai aucune légitimité à dire ça. À ce rythme, ouais. On attend la fin août, quand même. Bénéfice du Mais doute. ouais, est-ce que pour vous, on est là où on devait être avant une J1, en sachant qu'il n'y a pas eu de recrues dans le jeu, il y a eu la réhabilitation de plusieurs mecs, il y a des retours de prêt qui semblent fonctionner. Les cadres de l'année dernière, on verra s'ils se sont remis la tête à l'endroit, et c'est peut-être là le plus gros chantier, parce qu'on peut pas décorréler les matchs amicaux du mercato, qui est aussi à l'arrêt sur certaines grosses têtes, des doutes qu'on peut avoir, notamment sur l'aspect physique de Kondogbia. J'allais dire Aguerd, mais il y a aucun doute sur le fait que Naïef Aguerd, a priori, est en excellente santé, et bon, il a pas fait un bord encore, mais il est au top de sa forme. Mais on peut quand même se poser la question de ceux qui étaient là l'an dernier, qui ont vécu en première ligne cette saison très compliquée. Est-ce que c'est pas eux finalement, parce qu'on parle souvent de ceux qui reviennent en prêt et qui ont été prêtés parce que c'était potentiellement des échecs à l'OM ou des gens dont on voulait se débarrasser, mais est-ce que les cas les plus complexes à gérer dans cette intersaison et par rapport aux matchs amicaux, c'est pas plutôt les Balerdi, les Højbjerg, les Kondogbia qui ont pas réussi leur mission de l'année dernière et qu'il faut remotiver d'emblée ou faire partir? Mais a priori, pour le moment, ceux-là sont toujours là. moi, franchement, si je dois faire un point sur les joueurs, si on m'avait dit, enfin, je pense que si on avait dit à chacun d'entre nous, au combien? Au 17 août. au 17 août, vous allez avoir aucune arrivée, que seulement des départs. Je pense qu'on aurait tous signé pour voir les 2 prestats qu'on a fait contre Bilbao et Madrid. Si on m'avait dit que l'équipe sans arrivée avec que des départs, elle allait ressembler à ça à une semaine de la reprise, j'aurais signé dès demain. Parce que franchement, je regarde les 2 matchs de prépa, il y a des gains qui est dégueulasse. Il y a Balerdi qui fait un match compliqué, mais à part ça, Harit il sort 2 top matchs. Peshao il est en pétard. Emerson, Weah, ils sont top. Au milieu, Imad Abdelli qui a été très décrié, dont par moi, mais parce qu'il fallait bien que des gens prennent. On s'excuse Imad, mais Imad, que ça soit contre Bilbao ou contre l'Atlético, il est très bon. Enfin très bon. Il est bon. Bon, ouais. Non, toi, je sais que on en discutera. S'il reste, de toute façon, je pense qu'il sera encore là en septembre. Du coup, on aura le temps d'en parler tout au long de la saison. Mais Et pour le coup, Abdelli, moi, je souhaite qu'il reste, hein, mais je doute qu'il puisse avoir une place de titulaire. Et s'il l'a, j'ai un peu de doute par rapport à ce qu'il peut offrir, parce que nous, on pourra pas lui offrir le contexte qu'il avait à Angers avec Mouton et Belkebla qui galopaient beaucoup et qui laissaient beaucoup de place à sa créativité. Là, tu regardes le match contre Bilbao et contre Madrid, je le trouve quand même très neutre pour le coup. Je le trouve très appliqué. C'est aussi pour ça que je louais un peu la cohérence tactiquement de Genesio, c'est que sur ces matchs-là, je trouve que le bloc est très compact et ça atténue beaucoup des défauts d'Højbjerg et d'Abdelli, qui pour le coup à mon sens, c'est une doublette qui a vocation à prendre l'eau face à beaucoup d'équipes de Ligue 1 si ton équipe concède beaucoup trop d'espace. Là, le fait que le bloc travaille ensemble, que les lignes soient très bien resserrées, ça leur permet de masquer ou d'atténuer un petit peu leurs défauts. Après, avec ballon, pour le coup, je l'ai trouvé relativement neutre, et c'est pas péjoratif que de dire ça, parce que c'était un peu le plus reculé des deux avec Højbjerg globalement, parce que Højbjerg se projetait un peu plus. Et les rares fois où Abdelli s'est projeté, on a vu que c'est pas en termes de vitesse, c'était pas tout à fait ça pour le coup. Et pourtant, c'est un joueur qui est très élégant techniquement, mais
globalement, j'ai pas trouvé la petite touche en plus qu'il avait à Angers. C'est un joueur que j'aimais vraiment beaucoup à Angers techniquement, que je trouvais très inspiré avec la bonne passe, la bonne orientation, même dans les 30 derniers mètres. Il était très souvent inspiré. Là, j'ai pas encore vu ce Abdelila et peut-être que j'ai tort aussi d'attendre ça de lui dans cette OM-là. Mais c'est pour ça que je nuançais un petit peu le très bon. Pour le coup, je pense Ouais, non, qu'il a fait un match correct, bien aidé très par bon, l'équipe j'entends. pour le coup, et c'est à son tout à son honneur parce que la saison dernière qu'il a vécue en étant un peu le bouc émissaire à la tête de Turc d'une saison catastrophique alors qu'il est arrivé fin janvier et qu'il a joué 7 matchs, c'était un petit peu ridicule quand même. Ouais, ça. Gomez, il a été bon. Kondogbia était excellent charnière, mais ça m'étonne pas. Je me rappelle plus quel match. Je sais pas si cette année ou l'année dernière, RDZ avait aligné Bah, Léo Kondogbia. contre Je pense Lille, que c'est mon contre Lille Lille aussi, non? Ovel. Ouais, Ouais, Lille au Vélodrome, je crois. Lille en décembre, ouais. Et ça m'étonne pas parce que le mec, il a un pied gauche de fou. Il est costaud au duel. À partir du moment où tu vas pas trop l'éreinter sur de longues distances, tu sais qu'il va tenir la baraque. Après, lui, le débat, c'est toujours le même. C'est Est-ce qu'il peut jouer ou pas? c'est demain. Qu'est-ce que demain c'est quoi? Demain c'est salle, demain c'est terrain, demain c'est kiné, demain c'est hôpital. Mais franchement, si comme je reviens au propos de base, tu m'avais dit que il y a 6 semaines, sans aucune arrivée, l'OM va te promettre autant de choses à 4 jours de l'ouverture du championnat, j'aurais signé dès demain. Rien que Est-ce pour que Amin Harit, justement, c'est j'aurais pas signé ça, dès demain. Alba qui est le plus prometteur dans le fond, c'est-à-dire la capacité qu'a eu Genesio à impliquer tout son groupe, en sachant très bien qui allait partir, que tout le monde était en vente. Et d'ailleurs, les propos de Gouiri en interview, je sais plus pour qui, mais il l'a dit publiquement. Et Sur c'est RMC. là où tu te rends compte quand même que le mal est quand même profond, parce que j'ai l'impression qu'ils ont averti tous les joueurs de demain vous pouvez ne plus être là, et ça ne dépend que de la volonté des autres de vous acheter, ce qui est quand même extrêmement complexe pour Genesio à gérer au quotidien. Mais est-ce que c'est pas là, justement, pour en revenir à la question de base, Alba, la grande force de Genesio et du groupe tout entier, de s'être construit bon an mal an dans cette ambiance d'après-guerre, et de réussir malgré tout à, j'allais pas te dire être favori contre Strasbourg, mais à ne pas arriver complètement dépouillé vendredi, et on verra ce que ça donne. Peut-être qu'on va se faire laver, mais je suis pas persuadé de ça. Et je suis même persuadé que tu as peut-être plus de conviction dans ce que tu veux faire qu'un Strasbourg qui a changé la moitié voire les 2 tiers de son effectif en départ et arrivée. Même si leur mercato est à une dégaine tout autre que la nôtre. Ouais, bien sûr. Là, déjà, ça serait bien qu'il parte Moreira d'ici vendredi. Ça de prix. Apparemment, c'est fait. Je Ouais, pense pas qu'il va apparemment, jouer. c'est fait. Voilà. Donc, ça, c'est une bonne chose. Après, ouais, moi, je te rejoins. Je pense que on est en avance par rapport au prévisionnel, on va dire, de ce qui pouvait se passer. Je trouve que le groupe, il réagit très, très bien depuis le début. Après, ça, par contre, on pouvait que s'y attendre parce que ça reste quand même un groupe. On l'a suffisamment dit l'année dernière de bons gars dans la globalité, c'est des types. Euh, bon, ils ont fait de la merde pendant 3 mois, mais ça reste des bons gars humainement, ça, y a pas à douter. Et moi, je les trouve même en avance, en termes de posture. On a vu, des images en Côte d'Ivoire, ça date pas il y a une semaine que le groupe vit bien. Ça date depuis le premier jour, j'ai l'impression. Et c'est une bonne chose. Et qu'aujourd'hui, tu arrives avec ce premier match contre Strasbourg, avec un 11, avec jusqu'à 14-15 joueurs de cohérents. Après, comme tu dis, c'est pas dit que tu as gagné tous les matchs du mois d'août, ou c'est possible que tu vas en perdre 2. Mais pour moi, il y a une base sur laquelle tu peux déjà capitaliser sur, on va dire, les 6 premiers mois jusqu'à décembre, janvier, qui est suffisamment intéressante pour, on va dire, être dans les clous de la saison. Quand je dis les clous, c'est top 6 avant la trêve hivernale. C'est correct. Ça reste relativement correct. Et je trouve qu'on est vraiment dans une bonne dynamique. Et comme tu dis, le match comme Strasbourg, tu l'abordes pas en position de victime. Tu l'abordes peut-être limite comme un favori. Et moi, pour moi, c'est une première bonne chose. Après, rien ne dit, moi j'insiste sur ça,
Peut-être que le mois d'août, tu vas faire 1 point, peut-être que tu vas faire 4 points, peut-être que tu vas faire carton plein. Mais il y a pas besoin de tirer de conclusion dans la mesure où d'ici le 1er septembre, tu as vraiment un 11 qui sera complètement différent. Après, pour le coup, euh, dans la configuration de ce qu'on a vu sur cette prépa, à savoir la bonne ambiance, remettre les têtes à l'endroit, tout le remous qui est en interne, etc. Moi, j'estime que les 5 premiers matchs, ils vont quand même être capitales parce qu'ils vont donner le ton de la saison pour le coup. Si tu arrives à être performant sur le mois d'août et je crois on a 4 matchs jusqu'à la première trêve internationale, si tu arrives à assurer au moins 9 points, ça va donner une dynamique et ça va donner le ton à une saison qui sera, à mon sens, très très important pour le coup. À l'inverse, si tu fais un point, comme tu le disais par exemple Alba, à titre d'exemple, j'ai très très peur que on s'embourbe dans une situation un peu relou. On commence à mettre en face de Lorenzi le fait qu'il n'y ait pas eu d'arrivée, s'il y en a pas, ou très peu d'arrivées, ou que ça se soit fait très très tard, que Macourt n'ait pas voulu remettre la main au pot pour nous permettre de continuer à investir, etc. Donc j'ai vraiment peur que ce groupe-là, qui est dans une phase de rédemption, etc., qui a passé une bonne prépa, qui a bien travaillé ensemble, j'ai très peur qu'ils encaissent pas forcément un coup du sort sur un ou deux matchs au mois d'août, comme ça pourrait arriver à n'importe quelle équipe. Un début de saison, c'est toujours particulier. Il y a beaucoup de clubs de Ligue 1 et notamment les équipes promues qui ont cette stratégie à chaque fois d'avoir une prépa physique calibrée pour le mois d'août parce qu'ils partent du principe que c'est là que les gros ne sont pas forcément prêts, ils visent plutôt un pic de performance à octobre-novembre quand il y a les compétitions européennes. Donc on sait qu'en août, il peut y avoir beaucoup de surprises globalement et j'ai vraiment peur que cet OM-là ne puisse pas survivre et qu'on s'embourbe dans une situation un peu pénible si tu fais pas carton plein ou presque au mois d'août. En sachant que, pour rappeler le calendrier, Strasbourg J1, déplacement à Monaco J2, PFC. réception du Paris FC J3, déplacement à Rennes J4, et juste avant le grande trêve là d'une quasi vingtaine de jours, la trêve internationale condensée, réception du PSG le 20 septembre. Ça ne m'apparaît pas être un calendrier facile à première vue, Loin même de là. si on n'a aucune idée des états de forme de Strasbourg, Monaco et du PFC sur les 3 premiers matchs. Je suis assez d'accord avec quelqu'un qui pourrait être optimiste là-dessus. Néanmoins, tu pars quand même rarement favori dans tes 5 premiers matchs à date. Ouais, complètement. Et c'est pour ça que j'ai peur que ça nous mette un petit peu le feu aux poudres et que ça déclenche un petit peu un mécontentement populaire, etc., qui pour l'instant est en mode off parce que les matchs de prépa ont été plutôt convaincants. Moi, je suis Est-ce que d'accord la avec clé, Younes c'est sur pas le ça fait que ça cette tient à année? rien. Est-ce que la clé, c'est pas ça cette année? C'est de réussir à faire le dos rond et à ne pas se laisser mettre le feu par la pression populaire et par la pression médiatique quand tu auras des downs, parce que forcément tu en auras, et t'es pas calibré pour faire une saison où tu vas être sur le podium toute la saison, je pense pas. Et quand tu seras 7, 8e, est-ce que toute la clé de la saison, c'est justement de savoir rebondir le match d'après, et même nous, entre guillemets, et c'est pour ça que je vous rejoins un peu, notamment Younes, je crois que tu le disais en début d'émission, qu'il allait Exactement. falloir être très mesuré cette année et qu'il faut pas trop en attendre et qu'il faudra pas être non plus trop incendié toutes les semaines, parce que encore une fois, à date, t'as quand même tout pour vivre une saison galère, quoi. Et je pense que le groupe le sait, et ça serait bien que le board, et quand je dis le board, c'est au-dessus de Genesio, ne panique pas comme là on panique au moindre coup dur du mercato. Si pour le sportif on pouvait ne pas paniquer toute l'année, je pense que ça aiderait grandement. En fait, moi, je trouve que la grande qualité de cet OM-là, c'est qu'on l'a vu et Genesio l'a beaucoup martelé pendant tout l'été, c'est le travail. Pour le coup, il y a beaucoup de modestie et d'humilité dans le groupe-là. Genesio ne cesse de rappeler à qui veut bien l'entendre qu'il était surpris par l'implication et le professionnalisme des joueurs. Et je pense que cet OM-là, pour le coup, n'aura de résultats que par son travail. Et c'est plus facile de travailler quand dans un climat sain plutôt que quand
à la moindre déconvenue, tu dois gérer un stade de 60 000 personnes qui vont commencer à te siffler, des articles de médias qui pop toutes les semaines pour raconter un petit peu les bruits de vestiaire, les mécontentements de tel ou un tel. Et c'est pour ça que à partir du moment où tu as fait de la valeur travail ton principal argument pour cette saison, j'estime qu'en tant que supporter, on doit juger les joueurs et ce groupe-là que sur ce facteur-là. Au-delà des résultats, pour le coup, il y aura peut-être des résultats qui vont pas tourner en ta faveur. C'est l'histoire d'une saison. Il y aura des semaines qui vont être un peu compliquées quand elles vont s'enchaîner avec 3 matchs compliqués, etc. Mais tant qu'on verra un OM travailleur comme on l'a vu jusque-là sur cette prépa, sur ces 2 matchs amicaux, un OM appliqué et qui ne triche pas, pour le coup, moi j'estime qu'ils mériteront à chaque fois notre soutien et encore une fois notre indulgence parce que, et comme le disait très, très, très bien Alba, tant que tu restes dans le top 6, top 7, jusqu'à janvier, février et à l'aube du sprint final, c'est un groupe qui aura parfaitement les capacités, par la force de l'amitié, comme certains le disent, d'aller chercher des points et d'accrocher une 3e place, une 4e place qui satisferait tout le monde en fin de saison. Moi, je voudrais revenir sur le Stade Younes. Pour moi, les 5 premiers matchs vont être fondamentaux. Parce que je pense que si ça se passe mal, si tu fais 4 points, 3, 2, j'ai pas confiance en mes concitoyens. Mais pas du tout, genre. Ça peut très mal finir. Genre, je vois très bien les mecs faire péter la saison. On citera pas de nom, mais Ce serait pas la première pousser. fois. Ça serait pas la première fois. Ils ont tellement aucune attente qu'ils se diront qu'ils feront rien péter parce que pour eux, il y aura. Je vois bien l'optique de certains, tu vois. Dans tous les cas, il y a rien à faire. On a recruté personne. Il y a aucune marge. On peut rien faire. Cet effectif, il est bon à rien. Cette option-là me fait peur. Alors que comme l'a dit Younes, si tu fais 9 points, 10 points, 12, tu emmènes tout le monde avec toi. Parce qu'en plus, là, je sais pas si vous avez vu, mais le Vélodrome va être plein, devrait être plutôt plein à ras-bord vendredi soir. T'ouvres le championnat sur une victoire contre Strasbourg, qui est une équipe respectable championnat de France. C'est une équipe contre qui on prend pas énormément de points sur les dernières saisons. Je crois qu'avec RDZ, on perd, on gagne, on fait nul, mais c'est pas une équipe sur qui on fait 3 points. Sous Sampa, Tu les bats chez eux l'année dernière. l'année dernière, tu les bats chez eux. Ovel, c'est plus C'est qu'RDZ, généralement c'est Bay. compliqué, hein. Ovel, c'est le 2-2, là, c'est le premier match. Non, c'est pas Bay, pardon. C'est le football C'est simple Pancho. c'est le C'est football simple. Pancho, ouais. C'est l'ode à la simplicité de Les choses Pancho simples. sur le banc. Les choses simples. C'est-à-dire des buts de mecs à 35 millions d'euros. C'était ça, les choses simples. C'était Guirino, Guégouri et éliminé, mettez des buts de fou. Et on marque sur aucune occasion et si Dieu veut, ils vont taper le poteau 4 fois dans le match. C'est ça, la simplicité. Ça a failli marcher. Mais tu vois, si Et il y a un tu... monde où si ça marche, on ne voit pas Bibay. Ah, franchement, il y a beaucoup de réalités alternatives dans la saison dernière et celle-là en fait partie. Et celle-là, Quoique, il y avait quand même une grande volonté, a priori, de la part de celui dont on ne peut plus dire le nom, d'amener à Bibay, malgré tout. Il fallait qu'il y ait sa patte. Parce que si c'est Pancho qui gagne, c'était pas lui qui gagnait. Tu vois, il n'y avait pas sa patte. Il fallait qu'il ramène. Après, il avait déjà démissionné. Donc, ouais, il avait je me rappelle même plus dans la chronologie. C'est fou, hein. Parce on va pas le faire, mais il y a il y a trop de trucs de fou dans son interview. Il y en a tellement des trucs de dingue. Genre le coût des économies. J'y ai repensé tout à l'heure et je me suis dit, mais les économies, mais attends, on parle du mercato où on a fait Timber, on a fait Abdelli, on a fait Nwaneri en prêt, on a fait Nadi. Mais de quelles économies t'as envoyé Mopé en prêt, t'as pris la moitié du salaire en charge pour l'envoyer à Séville? C'est ça les économies, Mehdi? Après, il a vendu Bacola et... Ouais, il a vendu Bacola et Vaz. Et on s'est séparé de Mato Riley. On a dégagé Mato Riley. Ouais. Est-ce que c'est pas top 3 des meilleurs moments de l'année dernière, ça? J'y repensais. Le retour chez lui de Mato Riley. Ouais. D'ailleurs, depuis, il casse la baraque, hein. On a quand même une victoire au Vel contre Paris, des victoires avec des champions au Vélodrome. C'est vrai. Ouais, mais elles ont été sacrément occultées, celles-là. Alors que par contre,
le retour chez lui de Matt O'Reilly qui derrière ne fait absolument rien de sa saison. Je Mais sais pas, après, après, sans vous couper, l'ancien directeur sportif a dit que s'était trompé sur 2 recrues. 2. Donc, je peux pas vous laisser parler de Matt O'Reilly comme ça parce que C'est marrant, potentiellement, il c'est ne fait marrant pas parce partie que des 2. c'est Mais marrant c'est- parce que je pense que si on fait le jeu tous les 4, on a tous 2 noms différents. Franchement, c'est non. ouais. Je l'ai fait avant-hier et je pense chaque heure, j'étais en mesure de changer de nom. Non, Et mais j'étais on toujours peut pas avoir fixé. 2 noms différents parce qu'il y en a un, il est obligatoire pour moi. Bah, Mais t'es après, sûr? Ouais. Franchement, je sais même Il y pas en qui a Moi, un, je sais pour pas. moi, c'est. Moi, je suis pas sûr. Non, en fait, il y en a un, si je te démonte mes arguments, tu pourras pas me dire. C'est impossible. Pour moi, c'est l'une des pires recrues de l'histoire du club. Genre. Je sais C'est même pas de qui tu parles, je te jure. C'est Pavard. Benji, Ah, Pavard, oui. Benji, Ouais. Benji, c'est Ouais, mais tonitruant, les gars. oui, Le oui, salaire, Oui, les oui. minutes à qui il prend, c'est de la Pavard, c'est de Non, la non, lui, infâme. ouais. oui, T'as raison. oui, Pavard. Mais Mais est-ce que mais tu dans vois, les il s'est de trompé. Mehdi, je il y le a Pavard? soupçonne. Il s'est Non, mais trompé. moi je soupçonne l'ancien directeur du football de considérer Pavard dans ces 2 juste parce que après 1 ou 2 bons résultats et 2 bons matchs de Pavard, il a fait une interview sur une antenne nationale pour dire Benjamin, c'est moi. Ah, purée, Et Benjamin, du c'est nul. coup, c'est plus compliqué derrière d'assumer que après cette interview-là, on a dû revoir 2 fois un bon Benjamin Pavard sur les 30 matchs qui suivent. Oui, parce que Mais, c'est vrai mais, que la narrative, c'est que Deserbi dictait les choix de Mehdi. ouais. Mais les gars, oui, mais du coup, c'est trouble, hein. C'est fou comme en fonction de l'interview, tu sais plus qui faisait quoi dans ce club. il s'est trompé que 2 fois, mais sur les 2 saisons, la première, il dégage 3 recrues estivales au mercato hivernal, la deuxième, il dégage 2 recrues estivales au mercato hivernal. Mais il s'est trompé que 2 fois. Il a dégagé 5 mecs au bout de 6 mois, mais il s'est trompé que 2 fois. C'est génial, en vrai. Franchement, il est trop fort. Et il y en a qui Mais le pire, dégagent c'est au bout qu'il y d'un an croit. aussi, hein. Mais le pire, c'est qu'il y croit. C'est que quand il te dit, je me suis trompé que sur 2 mecs, il y croit. Et si tu lui parles de Wai, Brassier, Koné, Matt O'Reilly, Angel Gomez, je sais pas qu'est-ce qu'il répond. C'est Mais une bonne- par mercato, il y a 2 erreurs quand même. Il y a eu 4-5 mercato et par mercato, il y a au moins 2 erreurs. Donc je sais pas où sont passés ces mecs-là. Faris Moumania, c'était déjà Mais bon, lui. c'est tout. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, Après, faut nous laisser il tranquille, reste par aussi. contre, Mehdi. Oui, voilà. Il reste aussi encore des recrues qui sont galères à sortir. Ça, ils en parlent pas. Mhm. On donnera pas de nom. Bah, tout est ouvert. En Mais octobre. enfin, Haut la main. je sais pas si on a Haut le la droit main. de dire ce qu'a coûté le non-départ de Pierre-Emile Højbjerg en termes juste de nombre de joueurs qui auraient pu arriver dans la foulée. Je crois que ça Après, fait pour pas le coup, que- lui, il a une offre de Newcastle et Milan le veut. Donc, c'est peut-être celui sur lequel il s'est moins trompé. Ah, C'est mais- juste mais que... tu vois, mais ce truc de Milan, on le veut, tu vois. S'il Mais le Milan veut le le veut. 31 août, 1er septembre, Milan qui vient il d'envoyer partira, tu vois. 50 millions a priori sur Moreira. Hein? Ils vont arriver avec un prêt avec option d'achat non obligatoire au 1er septembre. Et tu C'est vas parce dire que oui. c'est le scénario. Et tu vas dire oui. Bah oui, ils le savent. Ben, bien sûr, c'est pour ça que Franchement, moi je suis pas fan de sa posture, Hyper. Je suis. Bon, après, il a le droit, bien sûr qu'il a le droit. Il choisit où il veut aller, tu vois. On lui a donné un Mais contrat, il l'a signé. Hein. oui, c'est pour ça. Je fais pas. On peut pas Et, lui jeter la pierre. et pour le coup, quand tu vois son match contre Atletico notamment, ou même contre Bilbao, honnêtement, je vais pas dire que je lui en veux pas de pas partir, mais je trouve qu'il a quand même respecté l'endroit où il était et ses ah, coéquipiers sur ces 2 matchs-là, pour le coup. Parce que franchement, moi, j'aimerais bien un scénario où c'est pas lui qui s'en va. Hein. Je vais Alors, pas j'allais vous poser la question. On est le 17 août. On connaît absolument toutes les problématiques de mercato, de finances, de DNCG, de Greg Lorenzi, de tout ça. Est-ce qu'on garde ou est-ce qu'on ne garde pas Pierre-Emile? En fonction de ce qui arrive, hein, attention, hein, on est bien d'accord. Mais à plus ou moins une offre de 10. 10-12. Et, Ouais. et est-ce que c'est le premier à faire sortir? Je vais Non. changer ma question. Est-ce que c'est le premier à faire sortir? Non, c'est même pas le deuxième. C'est même pas le deuxième, je suis d'accord. Mais Parmi ceux qui sont vraiment le partis, club, il parce doit que partir. si on compte Mopé, Garcia et tout, c'est même pas le 5e. Mais si on Oui, compte voilà, les mecs, oui. Mais dans les titulaires, on dans compte- les 15 Si tu mecs, prends le 11, si tu prends le 11 plus Aguerd, non, même pas, même même le au-delà 11, il est du, même pas deuxième, je pense.
Ouais, dans le 11, Moi, il est même moi, je pas. sors Balerdi et Aguerd en trio. Alors, Large, c'est ce que j'allais vous pareil. dire. Qui est à sortir absolument? Balerdi, Aguerd. Aguerd Aguerd. numéro 1. Aguerd en 1, ouais. Alors, attends, Bah, moi j'ai une question par rapport à Naïf Aguerd. Est-ce que Naïf Aguerd en pleine forme, comme ça a l'air d'être le cas, on garde ou on garde pas? Non, même pas. non, parce qu'il faut financer Mais le genre, même mercato si à Parce un moment qu'il donné. il est en pleine forme, hein. Non, Là, mais c'est si le tu me dis. Naïf Aguerd prime, hein. Mais après, il peut pas jouer avant octobre, mais il est au max, mais il est au top du top. Ouais, Il c'est sera juste tout- le protocole de reprise. Protocole de reprise à Il a respecter. le droit, non? Ouais, il a le droit droit, de se bien gérer. sûr qu'il a le droit. C'est pas comme si la Coupe du Monde, sa Coupe du Monde, elle s'est terminée début juin et qu'on était en mi-août Hmm. et qu'il était censé reprendre un 8e de finale de Coupe du Monde potentiellement, mais il s'est mis d'accord pour que s'il était pas prêt, il partait, il faisait pas la Coupe du Monde, Oui, mais il bien est toujours sûr. pas prêt. Sa dernière Coupe du Monde, il a fait une croix sur un potentiel retour en 8e. Oui. Il allait être prêt. Après, je pense pas qu'on lui laissait le choix non plus. Évidemment, Ouais, je pense que, à mon avis, ouais, je pense il y que avait qui laisse le une choix, c'est histoire l'OM, de. mais Mais pour le coup, Naïef, tu me dis qu'il fait 35 matchs cette année. Je prends, genre, non. Tu me dis 15 millions ou 35 matchs de Naïef, mais donnez-moi ces 15 millions d'euros. mais déjà 35 matchs jusqu'à octobre, ouais. Ces 35 matchs, là, c'est à partir de octobre, il se blesse plus. Il a droit à Mais- 1-2 suspensions vite fait. Et Non, il mais c'est enchaîne pour tous te les dire, matchs. même si tu me dis j'ai pas l'inconnu de le nombre de matchs qu'il va faire, j'en veux pas, j'ai pas les moyens. Ah, Genre, c'est- pour le coup, en plus, c'est pas une blessure très agréable qu'il a eu pour le coup. Quand tu as eu une pubalgie, le retour il est toujours compliqué. Tu reviens jamais pleinement à 100% de tes capacités. Tu traînes toujours un fond de douleur. Et on l'a vu d'ailleurs sur la période de novembre-décembre où il joue avec l'OM alors qu'il est déjà bien entamé par sa blessure. J'ai en tête plein d'images et celui qui m'a le plus marqué, c'est contre l'Union Saint-Gilloise parce que j'étais au stade et j'y étais vraiment juste devant moi. Tu sens que le joueur il est emprunté et pour un défenseur il y a rien de pire que devoir à la fois anticiper le dribble de l'attaquant et anticiper le mouvement de ta cuisse qui va pas pouvoir le faire. Tu te retrouves à gérer à chaque fois des équations à deux inconnus. C'est horrible de défendre dans ces conditions-là. Donc c'est pour ça que Aguerd, je pense que il est juste fini pour le haut niveau, faut l'accepter. Et ça aurait été un très beau défenseur et on rajoutera toujours le dommage pour ses blessures. Et pour le coup, autant je me moque un petit peu de ces canaux de communication, autant si je me mets à la place simplement du joueur, est-ce que c'est pas non plus important de trouver le bon point de chute qui va te permettre peut-être... alors a priori, il avait refusé une offre du Qatar, si je dis pas de bêtises. Il aurait préféré Qatar, rester en Europe. Mais est-ce que par rapport à tout ça aussi, il faut pas considérer que pour son propre plaisir à lui et pour sa propre santé mentale et sa capacité à apprécier son métier de cette saison à minima, parce qu'on sait que c'est long à revenir et que derrière le reste du corps peut péter aussi. C'est tout le problème. C'est ça le problème. Bah oui, bien sûr. Donc pour moi, c'est l'un des premiers à sortir. J'aurais aimé que au 17 août, reprise de retour du stade, on ait sorti Balerdi, mais pour la même raison, c'est-à-dire pour sa santé à lui et parce que je pense qu'il a fait le tour et que quoi qu'il fasse, il ne réussira pas à retourner le stade ou à retourner tout le monde dans le stade. Et même s'il fait une bonne saison dans un OM moyen, on le considérera moyen, voire mauvais. Et c'est un peu fini. Mais moi, pour je le te coup, ça, c'est vraiment dommage parce que moi, honnêtement, sportivement, et si on juge que sportivement, je crois que je repars avec Balerdi, hein. En partant du principe qu'on est le 17 août et qu'il est toujours là pour le coup. La vraie problématique, et si on creuse un peu dans le mercato comme on voulait le faire, c'est que il reste 15 jours. Tu ne peux toujours pas faire signer quiconque. Et à un moment donné, tu as quand même 2-3 trous dans ton effectif. Et si tu dois sortir un gros joueur avec un gros contrat, ça veut aussi dire qu'il faut le remplacer numériquement, mais pas que. C'est ça le Et problème. notamment si tu sors Aguerd, Balerdi ou Højbjerg, si tu sors Højbjerg par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure et par rapport aux potentielles titularisations d'un Gomez ou d'un Abdelli ou de ce type de joueur-là, il va te falloir trouver quelqu'un qui puisse former un milieu à 3 avec Timber
capable de résister à l'intensité d'une rencontre de Ligue 1, voire de Ligue Europa, et c'est pas gagné. Toshoko. Et Ouais, après, faut Oui, non, rester à l'intensité alors- et après réussir à faire quelque chose du ballon idéalement. je ris, mais je ris pas tant que ça parce que il y a un monde où il est beaucoup plus utile que ce qu'on ne pense cette année. Mais oui, mais Après, dans c'est parce qu'on n'a pas le ce choix. rôle-là avec intensité, mais il faudra le déresponsabiliser avec ballon pour le coup. Et encore une fois, c'est pas faire offense aux joueurs que de dire ça. Pour le coup, il a beaucoup de choses à nous apporter. Il faut juste être lucide sur ses qualités. Et en fait, c'est ça que je trouve intéressant dans les matchs amicaux, c'est que tu vois, un Højbjerg, un Abdelli, etc. Malgré tout ce que j'ai dit sur eux auparavant, je les ai pas trouvés en difficulté sur ce match-là parce que le groupe était bien en place et parce qu'on les a fait jouer tous les deux sur leur qualité. Après, est-ce qu'on n'est pas aussi à l'aube d'un football un petit peu moins révolutionnaire de la part de Genesio, un peu plus, je vais pas dire rustre ou pragmatique, mais c'est un peu l'idée. Et dans ce cadre-là, dans un cadre plus resserré, avec moins de liberté pour tout le monde, si ce n'est peut-être ceux de devant qui, où là pour le coup ça sera un peu du hurrah football et on va prier pour que les trois de devant soient en forme et créer des trucs. Mais dans un OM strict et pragmatique, moi je pense que Nadi, Abdelli, Gomez. Franchement, je pense que Nadji, c'est le pire milieu de terrain qu'il a dans un groupe depuis 10 ans. Genre, honnêtement, moi, les gars, Nadji, genre, rien contre lui, mais c'est le joueur où je me dis, c'est le joueur le plus make-a-wish de l'effectif. Genre, quand tu repenses à... En vrai, il a une qualité physique assez intéressante pour le coup. Moi, je pense que honnêtement, oui, je peux te rejoindre sans aucun doute sur le fait que ce soit le pire milieu de terrain qu'il a eu ces dernières années. Après, en même temps, il a eu du Bourigeaud, il a eu du Benjamin André, il a eu du Bentaleb, il a eu du Ayoub Bouhaddi, donc oui, forcément. Mais ça me dérange pas de faire la saison avec lui comme 4e ou 5e homme du milieu, tu vois. Parce que c'est ta réalité. Le problème, c'est qu'ils sont un peu tous 4e ou 5e homme du milieu. En fait, c'est ça le problème. C'est que, à part les titulaires, on a que des 4e, 5e. Et lui, c'est, genre, autant, tu vois, genre, je dis dans la prépa, on a vu tout le monde, on les a vus, même des jeunes sous un bon jour et tout. Toshoko, il a presque pas joué. Je sais pas s'il était touché ou si c'est Genesio qui dit bon, les gars, je veux bien faire des efforts, mais tranquille, genre. Genre, ok, je vais devoir tirer le maximum de chacun de mes joueurs et ça va. Laissez un peu de tenue. Je suis quand même un entraîneur de Ligue 1. Genre, j'ai rien à voir avec vos histoires de recrues en deuxième partie de tableau du championnat belge. C'est vos oui, laissez-moi tranquille. Genre, parce que c'est ça la réalité. C'est ça sa réalité. C'est ça. Et est-ce qu'il faut pas, et je vous pose la question, mais aller chercher un milieu un peu plus créatif, potentiellement libre, potentiellement un gros pari. Je sais pas si on a le droit d'en parler publiquement non plus. Non, mais sans donner de nom forcément, mais c'est sorti, est-ce que moi j'avais pas le droit d'en parler, mais c'est sorti. Mais c'est sorti par qui T'es compte un peu, voilà quoi. Ah, genre c'est pas... Alors, ouais, c'est pas sorti. Ah non, on va pas faire... Sauf si vous avez vu des trucs, moi j'ai rien vu là. En fait, moi ma grande question, et on va pas en parler longtemps parce qu'a priori on peut pas trop en parler. Et ça, nos auditeurs détestent ça quand on fait des... Ouais, non, mais moi je pensais que c'était sorti. Regarde, Opti, si tu peux, mais moi Mais le truc, c'est que tout le monde a entendu parler de ça, parce que j'en ai parlé avec d'autres créateurs de contenu OM qui l'ont entendu, et personne ne la sort. Et ça, je trouve ça fou, c'est qu'il y a forcément un truc. Je crois que personne n'a envie d'y croire. Ouais, parce que personne n'y croit. Non, a envie d'y croire. Tout le monde est choqué. Ouais, tout le monde est choqué. Et d'ailleurs, je veux juste en placer une pour nos auditeurs, parce que je sais qu'on a eu plein de messages par rapport à ça, et ils détestent réellement quand on fait ça. Croyez-moi, c'est pas pour la beauté de garder un secret qu'on fait ça, c'est que croyez-moi, on n'a pas envie de parler de ça et on préfère considérer que... En fait, c'est tellement tiré par les cheveux qu'on n'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment. Mais c'est un peu du même acabit que Djibril Sidibé, qui a priori était quand même, on peut le dire, une vraie piste. Non, c'est pire pour le coup. Sidibé, il sort d'une saison... il a fait 35 matchs l'année dernière. Il sort d'une saison complète, bah oui. Genre Sidibé, il a fait 30 matchs, 35, ça fait plusieurs années, il fait des saisons pleines. Il les a fait à son rythme, mais il les a fait. Oui, mais dans le... Ouais, non, en fait, ça a pas de sens, ce que je dis. Franchement,
on est peut-être des joueurs qu'on plus aurait pu voir s'il y avait eu des départs. là le profil en question, on est plus Diaby quand il arrive à l'OM que Ouais, franchement. voilà, exactement. Je suis d'accord. Franchement, c'est limite Voilà. sur la saison qui Ah, vient de passer. allez, Non, Bon, Diaby, ah, non, mais ouais, mais je vois enfin, ce que en tu termes veux de dire. Ouais. potentiel, la- mais en termes la- la- d'état physique, c'est pareil. là, c'est pareil, ouais. La version nonchalante de Diaby. Normalement, ça vous suffit à tous trouver de qui il s'agit quand on emploie le mot nonchalant, parce que pour moi, c'est le premier joueur que je citerai si Et il a on. plus fait écho sur une vidéo C'est bon, c'est à ça que je pense. voilà, D'Autisme plus une vidéo perdue La sur vidéo, Twitter la vidéo sur la que croisette, elle est extraordinaire. voilà. Je pense Après, que il devait faire une saison incroyable l'année dernière. Oui. effectivement. Mais On va pas aller mais- sur ce terrain-là. les Mais mêmes en tout âges- cas, est-ce qu'il faut pas un milieu créatif pour de vrai, si on reprend Moi, la question de base? pour répondre à la question, le problème c'est qu'un milieu créatif, c'est la panacée du football moderne. Tout le monde veut un milieu créatif, ça coûte cher ce genre de profil. Donc la réponse c'est oui, mais malheureusement vu notre réalité, moi je ne pense pas qu'il faille un milieu créatif compte tenu de notre situation et de nos petits sous, si tant est qu'il y ait un petit peu de sous. Ça fait écho d'ailleurs à l'ancien maire de Marseille qui disait à ma courte, puisque vous avez des sous, mettez-en. Moi, je pense pas qu'il va y avoir un milieu créatif à partir du moment où tu as pris le parti d'avoir une équipe qui est très disciplinée, très bien organisée défensivement, comme on dit tout à l'heure, etc. Je pense que tu peux avoir un milieu à 3 travailleurs. Je partirais sur ça et de laisser la créativité offensive à Amin Harit, à Amin Gouiri et Peshao. C'est des joueurs qui sont quand même assez résilients, même s'ils sont tous les trois moins Amin Gouiri que les deux autres, mais c'est des joueurs qui sont quand même assez brouillons, notamment Harit et Peshao. Et si on arrive à les alimenter suffisamment dans un match pour qu'ils créent une ou deux étincelles, avec ta solidité défensive, tu peux arriver à une équipe qui soit très cohérente, qui marque pas autant de buts que la saison passée ou celle d'avant, mais qui réussisse à prendre des points et à se placer dans le top 3, top 4 de cette Ligue 1. Donc Mais le milieu Oli- créatif, en vrai, j'aimerais bien, mais malheureusement, la réponse pour moi, c'est non, il en faut pas vu notre situation. Mais surtout, alors, je on a changeais déjà ma Abdelli question. Gomez. Alors, tu vois ce que je veux te dire? Genre là, moi, franchement, j'aimerais bien un mec qui fait 14 km, 13, 12 km pas. Genre, là, je veux un mec qui cavale, qui récupère des ballons. C'est plus T'en ça as le un. profil. Après, Abdelli Gomez, tu les as, mais tu les utilises pas du tout dans cette fonction-là, pour le coup. Tu les utilises beaucoup plus dans la fluidité de tes sorties de balles Ouais, mais et c'est déjà pas. dans Ouais, tes ouais. circuits. Enfin, les deux ont pas, à part bon, peut-être un petit peu Angel Gomez, et encore, hein, je trouve que il n'est pas dans un rôle très créatif. Abdelli, vraiment pas du tout. Donc, je suis d'accord avec toi. Moi, je veux un joueur qui fasse 13-14 km, qui récupère entre 6 et 10 ballons par match, et qui nettoie proprement à la récupération. C'est ça pour vous le poste prioritaire? Ou si on devait là à date sortir un poste prioritaire, en sachant que ça va encore bouger dans les prochains jours, notamment du côté des départs, mais Pour moi, oui. Pour moi, Très oui. largement. Même si t'as aucune sortie, t'en faut un. Ouais. Moi, Il en parce faut que c'est un des enseignements aussi de ces matchs amicaux qui peuvent être en trompe-l'œil. Moi, mon gros point d'interrogation, c'est ça, c'est les milieux de terrain. Pour le coup, on n'a rien vu d'alarmant sur les deux matchs contre les deux Athlétiques, mais j'ai très peur que dans cette Ligue 1-là, il y ait des configurations où tu te retrouves un petit peu à reprendre l'eau au milieu de terrain, comme ça a été le cas toute la saison dernière. Et ta notion de bloc équipe, compact, etc., je suis pas sûr qu'elle puisse survivre à toutes les tempêtes de Ligue 1, donc il va nous falloir quand même un joueur un peu plus costaud athlétiquement au milieu de terrain, un peu plus capable de compensation également quand le match va s'emballer un petit peu, etc. Et après, je dirais ça, un milieu de terrain et un quatrième profil offensif. Parce qu'encore une fois, j'en réfère à nos grimaces sur la blessure de Peshao. Tu peux pas faire la saison avec Harit, Gouiri et Peshao qui sont tes seules armes offensives. Pour le coup, le jour où tu en as un des trois qui se blesse et si par malheur tu en as deux sur les trois qui se blessent, tu te transformes en une équipe qui va jouer à 10+1 et ça a aucun sens. pour vous, le poste de gardien est pas du tout prioritaire? En fait, le problème, c'est ça, c'est que moi, j'arrive pas à choisir. Bon, pour l'instant, derrière, c'est pas une priorité parce que ils sont pas sortis. Mais à part, moi, je suis comme Alba. Pour moi, faut sortir Léo Aguerd. Et donc, si tu sors Léo Aguerd, tu fais Todibo. Il te faut un gardien. J'entends ce que vous dites sur le milieu, mais Younes, tu m'as enlevé les mots de la bouche. C'est que on a que trois offensifs à date. Genre, il y a Mopé, il y a Faris. Mopé, tu peux pas le compter en vrai. Comme tu
Ouais, mais si tu le Je sors pas, pense qu'il faut le compter, malheureusement. si tu le sors pas, ça va être ta doublure, tu vois. Ouais, bah, tu peux Genre, le compter dans l'effectif si tu veux, mais tu peux pas compter sur lui sur la saison pour le coup. frère, s'il sort pas, il fera 25 matchs, hein. Et 20. est-ce 15. qu'il met pas entre 5 et 7 buts? Ah, franchement, s'il met entre 5 et 5 buts, bon, c'est cher payé les buts, Ouais, mais j'aimerais bien les Ouais. voir, mais S'il on en est met 3 en Coupe de France, moi, ça me plaît pas. Le deal, il me plaît moyen. Hein. en vrai, Mais c'est surtout que, Ouais, alors c'est 5 et 7, sans compter les N3. mais Ok. vous savez ce qui me choque avec lui, c'est qu'il a marqué quand même. Je me souviens pas de ses buts. Je me moi aussi. souviens que du but au Vélodrome contre Nice. Contre Le Nice, moi reste, aussi. Moi aussi. Et c'est encore, le seul but que je me souviens. Le reste, il a marqué comment? J'ai aucune idée de comment il a marqué, le mec. Parce que la période où il fait sauter Wai, là, la première saison de RDZ, Ouais. octobre, il novembre, marque, non? décembre. Il est Ouais, genre, il il doit marque mettre Après, entre, il marque il pas doit 12 mettre buts. contre Saint-Etienne, non? Saint-Etienne, il s'était trouvé. On met La beaucoup de buts. claque à Geoffroy Guichard en décembre, là. Ouais, je pense Ça, qu'il doit en mettre un dans le avant la lot. trêve. Ouais, mais si tu vois, entre, tu me parles de ce match-là, je me rappelle du but de Rabiot, je me rappelle du but de Oui, Greenwood, je me oui, rappelle mais pas oui, sûr. c'est Mais des t'as buts raison, rampants. il marque sur ce match-là, ouais. C'est des buts volés qu'il met à chaque fois, tu te transformes. mais il doit en mettre d'autres, non? Il a pas marqué que, Il a mis quoi? Il a mis 5. Mais en fait, moi, c'est ah ça ouais? qui me dérange, c'est ça qui me dérange avec Mopé, c'est que ça reste un neuf qui est capable de tenir des actions, si tu le sers bien, il y a pas de problème sur ça. Mais il a pas de créativité, il a pas de capacité physique qui lui permettent de faire des différences. Ça a jamais été son jeu. En Je tout sais cas, pas ce qu'il a. on l'a jamais vu à Marseille, moi non plus, je sais pas trop ce qu'il a. Il a un sens de l'humour et une gentillesse qu'on peut pas lui enlever, hein, pour le coup. Même si je suis pas forcément client de son humour, Mais tu vois, il a marqué 25 buts en Championship. Il les marqué comment à l'époque, les buts? Genre, je veux bah, bien que c'est de la, mais genre, La Championship, il y a beaucoup de matchs déjà. ouais, déjà, ouais, mais les 45 c'est ou un 50 but tous les matchs. 2 matchs. Genre, moi, le joueur que j'ai vu à l'OM, genre, j'arrive pas à comprendre comment il marque des buts, ce mec. Bah, il était Ouais. dans une top équipe de Championship déjà. Ouais. Après, ouais, mais ça, je pense que si tu le sers bien, il a les qualités d'un neuf devant le but. Mais le problème, c'est que là, pour l'instant, dans nos 3 offensifs, on leur demande bien plus que ça. Et c'est pour ça qu'un Gouiri, typiquement, parce qu'il faut qu'on parle de lui aussi un petit peu, Ouais, faut qu'il se réveille, ouais. son profil un peu moins buteur, comme il a toujours été, mais qui participe beaucoup au jeu, qui crée beaucoup et qui permet de garder des ballons, d'orienter le jeu, etc. Je trouve ça bien plus précieux qu'un neuf réellement finisseur, parce qu'on va pas l'alimenter, le neuf réellement finisseur. Ouais, je suis Ouais, d'accord. Encore Ouais, que. non, non, en vrai, c'est bien. Ah, C'est- c'est- quand t'as Haritz, il est pas quand même pas connu pour sa qualité de centre, même s'il met un magnifique centre pour Gouiri contre l'Atlético Madrid. C'est pas un joueur qui a une qualité de centre incroyable. Weah, aussi précieux soit-il dans son rôle de latéral et offensivement, c'est quand même pas un super centreur. T'as le pied gauche d'Emerson à la limite qui peut t'offrir des bons ballons dans la surface. Peshao, c'est un faux pied qui va repiquer dans l'axe et qui centre très peu. Moi, je pense en l'état, un finisseur, t'en feras pas grand-chose, tu l'alimenteras après, pas assez. Je préfère avoir un ah, neuf autosuffisant comme Gouiri. ouais, après, si t'entends par finisseur, genre, juste le mec qui va à conclusion et qui, genre, en Un gros, mec qui qui soit peut, bon dans la surface, qui ait les bonnes courses sur centre, qui ait le bon timing dans Mmh. son jeu de tête, qui ait le juste à chaque fois face au but et qui mette à l'intérieur du pied quand il faut le mettre ou et pas à l'extérieur quand il faut le mettre, pas à Je- l'extérieur pied gauche quand il faut mettre à l'intérieur pied droit. non, je suis d'accord. Moi, j'aimerais bien un joueur de rupture, tu vois. Parce que le match contre l'Atlético, tu peux pas demander, enfin, Pécho, il peut pas, tu peux pas lui demander de courir toutes les 2 secondes. Genre, oui, ok, c'est un mec qui répète les efforts. Là, il va partir d'un peu moins loin parce qu'il arrête de jouer piston. Enfin, de défendre sur une ligne de 5. Mais le match contre l'Atlético, euh, c'est un peu Carré- trop, Caricatural. ouais, c'est un peu trop caricatural, genre. Il le fait bien, il y en a Ouais, une je suis juste avant son d'accord. but, mais Et puis tu vas vite devenir prévisible si tu pars il en que faut sur un C'est autre, ça, tu as c'est vu? ça le problème. Il en faut un autre. et t'en Et faut on l'a vu, un. on l'a vu sur la période de Bay, hein, d'ailleurs, c'est un des enseignements et ça revient souvent dans les débriefs. C'était vraiment notre arme principale, hein, trouver Peshao entre l'axe gauche et le latéral gauche adverse, l'axe droit et le latéral droit adverse. C'était ton seul circuit offensif. Et le pire, c'est qu'à cette époque-là, il défendait encore piston. Ouais. Genre là, déjà, il Ouais. parle de moins loin. Et c'est pour ça que Mm. je pense que parmi les raisons qui font que dans la prépa, tu le trouves bien et contre l'Atlético et Bilbao, il est bon, c'est que il a toujours 20 ou 30 mètres de moins. Genre, il fait beaucoup moins de mètres dans les matchs. Et c'est quand Plus même frais. plus, t'es plus frais pour garder en lucidité. Après, Je pense que c'est un peu là, plus le truc, sympa. c'est que il a marqué à chaque match quasiment sur la prépa, c'est à mettre à son crédit. Je pense pas, honnêtement, que ça va être toute la saison comme ça et il marquera pas à chaque match. On va pas Le marquer fait à chaque... qu'il revienne défendre, Déjà, s'il est encore là. Mais le fait qu'il revienne défendre très souvent, c'est quand même un sacré bouclier pour lui aussi, pour pas que
qui commence à être pris en grippe sur les 2-3 matchs où ça va pas tourner rond pour lui parce qu'il a pas toujours le geste juste. Son but, il est magnifique, hein, mais l'action dont vous parlez, là, où on le trouve en profondeur et il veut frapper dès l'entrée de la surface alors que, bah, il Mmh. doit encore avancer et s'ouvrir un peu plus l'angle. Mmh. C'est quand même Ouais. c'est quand même très, très mal joué et souvent et c'est un peu son cas sur 3-4 occasions, les 3-4, il y a pas même sans parler de marquer ou pas, il y a pas le geste juste à chaque fois pour le coup donc Ouais. Et puis il va être vite loqué et ciblé s'il répète approximativement toujours les mêmes exactement phases et sur les derniers mètres. t'as pas un pendant de l'autre côté qui a 10-12 buts dans les jambes parce que Harit, magnifique, c'est dommage pour le coup. Moi j'ai beaucoup aimé, hein, y a pas de problème, mais on va pas non plus se leurrer en se faisant croire que Harit va te mettre 10-12 buts dans la saison, tu vois? Bah, il intervient Mmh, pas dans le dernier tiers. non. Ça se Après, saurait. Amin Harit, pour moi, c'est vraiment le facteur X de Ouais, la c'est saison. ça, mais c'est Avec Angel Gomez. le Avec Angel Gomez. détonateur. Harit va être le détonateur, ça va être celui qui va te faire lever de ta chaise et cetera et il y a pas de souci sur ça. Mais une fois que tu as verrouillé Peshao, que Gouiri participe beaucoup au jeu et qu'il est peut-être moins dans la surface, derrière ça veut dire Ouais. qu'offensivement tu as plus C'est grand pas chose Harit que tu vas trouver au point de penalty. pour marquer Ouais. pour finir l'action, ouais. Question qui va un peu en lien avec le mercato, forcément. Question d'Elias, qu'on remercie d'ailleurs et qu'on salue. Où voyez-vous aller les jeunes de l'OM appelés peut-être à jouer un rôle cette saison? Bah, Il a cité Benzaev, Madi, Koum principalement, qui semblent le Partir? plus proches. à Utrecht déjà? Alors, Bah, pour Tadj, a priori, 5 millions, comment elle me si fait l'offre chier est l'offre. vraie, Oh Ouais, là là, parce que comment elle si m'énerve l'offre l'offre. est vraie, je pense qu'elle ne sera jamais refusée. c'est Ah, elle me beaucoup. casse les couilles, moi, l'offre. Parce que tu peux pas dire T'y non. crois? Ouais, moi, j'y crois Franchement, parce ouais, que Fabrice Hawkins, je pense pas qu'il ouais, va Non, retourner ça. il est est-ce que bouillant. tu crois, enfin, est-ce que vous croyez dans le joueur? Et est-ce qu'il Ah, Ah, faut la moi, Tadj, refuser ouais. pour, c'est mon préféré, genre, donc, Moi, je pense là, il et aurait pris des minutes, hein, parce que Peshao, il aurait pas joué 60 matchs. Et peut-être il aurait même débuté en Ligue 1. Et je pense c'est un des plus proches pour débuter en Ligue 1. Euh, avoir Koum aussi. Mais pour moi, c'est un des qui était les plus proches d'enchaîner les minutes. Après, comme vous l'avez bien dit, c'est que Ligue 1 pour perdre, c'est dur à refuser quand même pour le club, je pense. mais même pour, même lui, tu vois, Et même oublié, ouais, j'avoue. je vois pas le monde où, enfin, à sa place, je refuse jamais, tu vois. Ben, parce qu'il va parce que là-bas, je pense enchaîner. qu'il sera titu. Ouais. Titu, je sais pas, mais il va jouer bien, il va jouer beaucoup plus dans un championnat plus faible. C'est un meilleur pied à l'étrier que l'Olympique de Marseille. Mais tu vois, Qui d'autre? quand on parlait des priorités de recrutement, là où un Tadj en quatrième, ou même un Kélian en quatrième, cinquième, c'est bidon, parce que c'est trop proche du starter, c'est trop. Tu en recrutes juste un de plus, il est cinquième, ils sont sixième, ça devient beaucoup plus facile à appréhender, et c'est plus facile pour eux de se faire une place en étant cinquième qu'en étant quatrième. Quatrième, c'est trop gore. C'est trop vite. Ils peuvent pas être doublure, ils peuvent pas être doublure à l'instant T. Donc, par exemple, Koum peut pas être une doublure. Koum, j'ai attendu qu'on avait refusé des offres à un niveau plus haut que ce qu'il a joué l'année dernière. Je comprends pas pourquoi. En sachant Ah. que Garcia est pas parti. Encore. En fait, c'est parce qu'on n'a pas un euro. Enfin, si, je comprends pourquoi on n'a pas un franc, mais Bah, après, j'ai envie de te dire, vu comment ça se passe pour Ange Lago, enfin, vu que maintenant, même prêter des joueurs en Ligue 2 ah oui, nationale, c'est apparemment, devenu c'était trop compliqué. franchement, j'aime mieux même pas aller sur ce terrain. Hein. Ouais, Et ça, est-ce qu'on peut faire Il y a deux vraiment, minutes vraiment là-dessus? pas d'argent à Clermont donc Ouais, pour le coup, eux ont pas un franc, même si il y a eu changement de propriétaire, etc. C'est un nouveau club, ouais, etc. mais il y a Il quelques n'y a trous pas dans la caisse, d'argent. je pense. Mais est-ce qu'on peut, juste 3 minutes, parce qu'on se rapproche quand même de la dernière partie de l'émission, parler des sorties à l'Olympique de Marseille et de la problématique des sorties avec USG, qui semble cristalliser quand même pas mal de questionnements, on va dire. Pardon Max, Et USG qui n'est pas Lyon Saint-Gilloise. Si Oui, Alba l'a pas fait, l'Union est-ce que Saint-Gilloise. d'autres peuvent pour le Voilà. faire? l'information, pour ceux qui nous écoutent, ils ont parlé de USG toute la nuit et je me suis levé le matin et j'ai lu en me réveillant et j'ai vu USG, j'ai dit, mais c'est pourquoi ils parlent de l'Union Saint-Gilloise aussi longtemps? Et après, j'ai compris. Voilà. C'est pour l'anecdote. Non, on parle évidemment du groupe mandaté par Franck McCourt et ses proches.
pour sortir un maximum de joueurs et faciliter donc le mercato. On se rend compte, on est 17 août, hein, ça fait 25 fois qu'on donne la date, mais il faut se rendre compte des réalités. Ça n'aide pas, a priori, à sortir des joueurs, et ça n'aide pas, dans un monde du foot où tout le monde veut manger, notamment à faciliter les deals, bien au contraire. Donc, et j'ai l'impression qu'ils sont mandatés jusqu'à la fin de la période du mercato, mais on va pas tirer un bilan d'un mercato pas complet. Est-ce qu'il faut pas revoir juste un tout petit peu la voilure sur ce truc-là, parce que il reste 15 jours, on a bien rigolé, on n'a pas de recrues, tout ça, c'était rigolo. Greg Lorenzi, il est en interview sur Ligue 1+, il a l'air déjà au bout de sa life. Ça y est, je pense, il faut faire autrement, là, il faut faire sortir des gens, ou il faut procéder à un petit rééquilibrage dans les 15 jours. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus, ou... Mais moi, franchement, les faux départs d'Højbjerg et Aguerd, ils me posent question. Parce que on a quand même eu des canaux de communication presque officiels des joueurs qui t'expliquent qu'ils étaient d'accord, qu'ils voulaient y aller. Et ça capote au dernier moment. Et c'est faire, j'apprends ça à personne. Ce qui fait capoter au dernier moment, c'est C'est l'argent. C'est l'argent. Ou les Donc, visites médicales. ou les visites médicales, ou les discussions les avec visites l'entraîneur, médicales Ou les étant protocoles bonnes, de reprise. Les ou les protocoles de protocoles reprise. de reprise. Parce qu'apparemment, c'est la chose que tu fais en dernier, de parler avec ton futur entraîneur. Mais si tu vois, c'est pour ça que il y a deux genre regarde, c'est soit il a foiré sa visite, soit visite médicale ça a pas marché, soit au moment de parler argent, enfin au moment de la fin, ils sont pas tombés d'accord. Genre il y a des mecs qui ont dit non. Et si c'est pas les deux? Et si Visite c'est pas médicale foirée, donc négociation pour baisser le prix. Et personne ne veut faire d'efforts. Je pense que c'est ça la genre cause. moi après, on saura jamais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'a priori, pour un cas un peu plus concret, pour Højbjerg, il y a forcément c'est pas la dimension sportive qui a empêché Højbjerg de partir à Newcastle. Je pense pas. Donc, le fait qu'il soit toujours là. Est-ce que c'est pas la dimension météorologique? Alors après, il quitte quand même une villa à Cassis pour aller à Newcastle. Et pour avoir été à Newcastle une fois dans ma vie, je ne le souhaite à personne, même pas un joueur de foot. La preuve, tu y allais qu'une fois, du coup. Ouais, J'en suis revenu. Vite, dans la journée. Mais en plus, ce qui est fou dans l'histoire Højbjerg, parce que autant à guerre, tu peux spéculer facilement et t'as plein de scénarios qui portent. Mais pour Højbjerg, tout le monde s'accorde à dire qu'il était d'accord, il était emballé et que tout était OK et qu'il devait juste prendre sa valise et partir et qu'il a fait volte-face. Donc là, en plus, il n'y a pas vraiment de canaux de communication, on ne sait pas qui dit quoi. Très particulier. Moi aussi, je pense que pour Højbjerg, il y a une question d'argent, il y a aussi une question de Milan. À mon avis, Milan a dû dire, on va se te faire probablement en fin de mercato. T'inquiète pas. Voilà, et je pense que ça a dû jouer aussi. Mais ouais, moi, je suis comme petit, ça me dérange énormément. Parce que faire 0 recrue à cause de ça, ouais, ça me fait chier. Parce que s'il n'y a pas d'offre et que les mecs partent pas, ben, c'est la vie. T'as surpayé des mecs, ben, tu peux pas les sortir. Mais pas faire de mercato, parce que t'as 2-3 mecs qui veulent plus partir à cause de petits détails, moi, ça me fait chier. Non, mais Parce surtout que dans l'absolu, quand même, enfin, on parle là des transferts des sorties ratées. Il y a quand même eu, en début de mercato aussi, des sorties réussies. Tu récupères un petit peu d'argent sur Obama, tu récupères beaucoup sur Medina, à mon sens. Greenwood, c'est plutôt bien vendu aussi, en l'état global du dossier. Nos amis, que dis-je, nos frères du Genoa, nous sortent du problème Ahmed Traoré. Enfin, nous sortent. Rendez-vous dans un an, mais ouais, ils nous disent. A priori, elle est obligatoire. Ah ouais? Il me semble. Elle n'est pas obligatoire? Alors, ils redescendent de frère à ami, si elle n'est pas obligatoire. Je demande 4 fois. Mais après, le truc, c'est que on rigole souvent sur le fait que ils nous sauvent. Mais les gars, allez voir les nombres de minutes jouées à chaque fois des joueurs qu'on leur envoie.
Il est juste, genre, il y a pas de détournement de fond, hein. Il s'en sert, Non, hein. non, mais les mecs, ils jouent, mais l'histoire, Malinowski, c'est un cador là-bas. je crois qu'il est Ils parti. l'ont même Vitinha aussi. réinventé. Il joue devant la Vitinha défense. joue beaucoup. Vitinha joue Vitinha, il beaucoup. est parmi Malinowski joue les devant la capitaines. défense. Vitinha, il est parmi les vice-capitaines. Et Ahmed Traoré, pour l'anecdote, De Rossi l'a rencontré quand il allait faire un stage à 16 ans, je crois, à Empoli. Et il y a eu un Empoli à AS Roma. Et De Rossi, c'était l'entraîneur de la Primavera. Et Traoré a joué avec Empoli et il a fait un match au point qu'il s'en est souvenu et que c'est ce qui a fait le transfert. C'est ça la vraie histoire derrière le transfert. C'est une belle histoire, hein, même s'il faut qu'il ramène l'argent déjà, mais quand même, c'est une belle histoire. Mais franchement, tu me dis qu'Ahmed Traoré il fait une top, genre, tu vois, il fait une bonne saison. Ouais, moi, je serais pas choqué, hein. Je serais pas choqué, hein. Moi, je Il y a serais pas pas, choqué. Parce que bon joueur, un peu trop cher, mais bon joueur. c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut attendre du coup? Enfin, pour vous, à quel degré on est face à l'effectif de la fin de mercato là? Je pense qu'on a 85-90% des joueurs qui vont porter nos couleurs cette saison. Entrée et sortie comprises. Hein. Ouais, je pense. Il y a Je pas pense grand-chose qui va bouger pour toi? Moi, je pense qu'il y aura, allez, 3 sorties si tu inclus un jeune comme Madi. Et dans le meilleur des cas, 2 entrées. J'en vois vraiment guère plus. Et on a vu qu'on a commencé à nous distiller l'idée qu'il y aurait peut-être pas d'entrée du tout aussi. Ouais. Ce qui veut dire que dans ce qu'on entend, parce que notamment en France, il y a des rumeurs à l'étranger, je ne sais pas ce qu'elles valent, mais les principaux canaux de communication en France parlent d'un gardien. Donc à voir si c'est Boulka, Rest, Di Gregorio. Mhm. Il y a l'info Todibo qui semble quand même assez proche, même si il faudra sortir quelqu'un pour le faire entrer. Je pense qu'il faut en faire sortir 2, moi. Ou peut-être 2, parce que même moi je veux bien qu'il fasse un effort, parce que son avenir à West Ham, je veux bien que ça ne l'emballe pas trop, mais il y a effort et effort. Et en fonction de la tête de la situation financière de l'OM, je suis pas sûr qu'il fasse un aussi gros effort que ça. Donc si t'en sors qu'un, peut-être un peu dur. T'as la rumeur Ilan Kebal, qui vaut ce qu'elle vaut, dirons-nous, qui n'est peut-être pas la priorité du club, on peut le dire comme ça. Ça refait ça vaut. Et après, t'as deux, trois infos qui viennent d'Allemagne, plus tous ceux qui essayent de mettre l'OM dans des infos pour faire monter les prix de joueurs qui ne viendront jamais. Type El Bilal Touré il y a quelques semaines, type Keito Nakamura, type... Et le Bilal Touré qui est parti au final, qui a encore fait un transfert. Non? Ah ouais? Alors, oui. Sérieux? Qui fait vivre beaucoup de monde à chaque mercato, El Bilal. Combien El Bilal cette fois? Parce qu'on parle d'un mec qui fait 30, Il était à 35. là. Je crois que c'est en prêt, il est revenu en Italie, il est revenu à Parme, si je dis pas de bêtises. Wow. Mais j'ai pas le montant. Et il y a Sidiki Cherif qui semble prendre la droite lignée d'Al Bilal Touré. Ouais. C'est vrai. Avec son retour un peu au premier plan à Coventry. Parme. Il a déjà joué, El Bilal Touré. Et apparemment, qui jouera encore une fois. Hein, mais... Il y a Moïse Kean qui est proche de s'engager à Com, donc ça veut dire que ils vont peut-être décélérer sur Gouiri, on peut être statuer qu'on aura Gouiri au 1er septembre. Mais pour vous, du coup, Alba Opti, Younes a donné son pourcentage, mais est-ce qu'on est si proche que ça de l'effectif complet? Je pense, pareil à 1-2 sorties près, parce que au final, si tu fais 1-2 sorties, et encore ces sorties, ça dépend qui elles sont. Si c'est Mopé et Garcia, t'as peut-être un mec qui vient libre, peut-être un mec. Mais si c'est Højbjerg et Aguerd, ouais, peut-être tu vas monter à 3-4 et là le pourcentage il descend. Mais pour moi, t'es plus sur le premier scénario que le deuxième vu comment c'est parti. Tu vois, Aguerd, ça me paraît ouf qu'il s'en aille à ce jour, ça me paraît dingue. Højbjerg, bah, comme j'ai dit, il restera l'option du fin de mercato, tu prends avec option d'achat ou on se va avoir. Bon, ça sera toujours une sortie. Mais si c'est trop tard, potentiellement, tu recrutes personne derrière. C'est dur quand même comme scénario. Donc moi je pense aussi peut-être Younes a dit 85, moi je dirais 75-80.
En fait, moi, je pense que à tout moment, il se passe plus rien, comme à tout moment, il y a 5-5, 5-5, 3, ouais, 5-5, ça peut arriver aussi. Genre le 5-5 me choquerait pas, tu vois. Ou le 4-5, mais 4-6 même, mais à date, c'est compliqué. Parce que Tu parles de ton nom, là. Hein. Après, si tu vois, si dans les 6 arrivés, il y a Nonchalant et Sidibé, genre c'est pas un truc, c'est pas très engageant non plus, tu vois. c'est pas faux. Mais Nonchalant, à ça quel vaut rien. degré il va... Attention, parce que Sidibé, tu commences à faire... T'as la concurrence du Mans. Et je le dis, mais... non, je te vois éclater de rire. Mais attention, t'as la concurrence du Mans qui va lui offrir une place de titulaire et qui veut l'accueillir dès maintenant. Donc, à quel degré aussi, là je le dis un peu en rigolant, mais à quel degré les mecs qui seraient prêts à venir aujourd'hui vont attendre jusqu'à la deadline pour ceux qui sont engagés dans un club ou même ceux qui sont libres, à quel degré ils vont attendre une éventuelle sortie à l'OM pour pouvoir être signés. Et je pense qu'on en a raté, et je pense qu'on va en rater encore. Ouais, on en a raté plusieurs déjà, et je pense qu'on va en rater encore. Et en fait, moi, ce qui me choque, je viens d'y penser, c'est qu'on n'était pas loin de vendre les 2 gardiens sans avoir le droit de recruter. Genre, parce que Delange a failli partir à Twente, C'est vrai. et je crois que ça nous aurait pas suffi pour enregistrer une recrue, ou peut-être que la DNCG, ils auraient dit, bon, ça va. Le gars, C'était Théo C'était Mais, Théo vendredi. mais ça a été, c'était... vous le dites en rigolant, mais c'était un gros sujet de réflexion, quand même. Ça, c'est une info. C'était un gros sujet de réflexion. Mais vraiment, de genre, prendre on le s'est pari dit, de sortir les gardiens avant de pouvoir le ah, recruter. ben, en fait, il y en a un qui devait partir avant l'autre, et l'autre, l'offre, elle tombe de nulle part. Manchester City, enfin, qui s'attendait à ce qu'il ait un Manchester City, tu vois. Ouais. Et ils se sont retrouvés vraiment embarrassés, en se disant, ça pue, là, en fait, si on n'a pas de gardien pour la reprise, comment on fait? Bon, après, finalement, de là, on n'est pas parti. Et ça a été une vraie réflexion, genre, pendant 5 jours, une semaine. Et heureusement, au final, qu'il t'en garde un quand même, parce que tu commences la première journée avec Verno, sacré message que t'envoies. Sacré Après, message. je pense qu'ils auraient pas osé mettre Vermont. Et Ils auraient mis un tu jeune. mets Van Neck, pas mieux. Van Eyck ou Gomis, mais au moins un jeune, tu peux pas mettre Vermont. Tu peux pas Moi, je mettre pense Vermont. qu'il C'est aurait la belle super bien. histoire. Ah, c'est la belle histoire. Ah, c'est C'est ça, c'est belle histoire, Fabrice mais Apouzès. c'est pas, ouais, c'est ça, belle histoire, mais pour nous, On en c'est- parlerait encore dans 20 ans. Mais après, Après, en chapeau fonction de Vermont, hein. comment ça tourne vendredi. D'ailleurs, juste, si on fait un petit point vendredi, parce que avec tout ça, il y a quand même un match dans 4 jours. Qu'on attend. Pour vous, c'est le 11. Est-ce qu'on est globalement sur le 11 qui a démarré contre Ah oui, pour moi, il Atletico y a aucun doute, parce que Timber aurait commencé sinon, donc il y a bien une volonté de Genesio de vraiment préparer ce match contre Strasbourg. À part s'il y a un départ, ça sera seconde. Ah, Et pour je moi, pense- c'est Et je pense ce qu'il y aura 11 pas de départ. à 100%, sauf si Donc, quelqu'un sans se Timber. manifeste Ouais. pour Balerdi. Et pour le coup, tu t'évoquais la série tout à l'heure, Max, et je parlais de l'importance de ces 5 premiers matchs qui nous attendent jusqu'à la trêve. Strasbourg, c'est vraiment le premier où j'espère sincèrement une victoire pour qu'on puisse s'acheter un petit peu de crédit et un petit peu de patience. Et je pense qu'elle ferait beaucoup de bien aux têtes, cette première victoire au Vélodrome comme ça sur la première journée. Ça embrayerait très proprement la saison. Et en parlant de tête, avis aux tireurs de coups de pied de coin, la consigne est simple. Vous visez Leonardo Balerdi à chaque corner. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autres mecs dans la surface. Les autres, vous faites diversion. Le but, c'est que Léo reprenne un ballon, la mette sous la barre, parce qu'il Mais tu sais qu'on en que, a besoin. alors, non seulement j'en ai rêvé, mais j'y pensais. Après son match contre Atletico, je me suis dit, en vrai, l'histoire serait belle quand même pour qui marque. Mais malheureusement, comme disait Max, je crois que c'était toi qui disais ça tout à l'heure. En fait, je vois aucun moment de cette saison où il pourrait entre guillemets se racheter, parce que comme Aubameyang l'a fait quand il y a eu une période de disette, il s'est mis à marquer et tout le monde a oublié.
Balerdi, il a trop autre chose qui lui colle à la peau et malheureusement, il y a à part un Ou but en alors il finale de Coupe de faut France, en vrai, il faudrait un but en finale de Coupe de France pour que j'allais te dire, c'est un moment iconique. ouais, voilà. C'est un 0-0 qui se transforme en 1-0 contre le PSG à la Ou 91e, contre l'OL, ouais, exactement. ou c'est un quart de finale retour comme Sakai un peu qui rentre malgré lui dans l'histoire avec Ouais. Leipzig. Ouais, C'est ouais. un Au moment final, comme ça. regarde, même quand tu vois le match qu'il fait contre C'est Rolando en demi, tu vois. contre C'est ça. l'Atalanta en Europa League en 23-24, en Ouais. 24-25, pardon. Tu vois, même ça, Non, 23-24. en 23-24, ouais, pardon, c'était des arbitres. 23-24, même ce match contre l'Atalanta qui est historique ou contre le match aller contre Benfica, ça a été passé aux oubliettes, tu vois. En sachant que, si on revient à Strasbourg, eux font une intersaison absolument immonde. Je pense que à l'échelle européenne, ils sont Ah ouais, top c'est 10 des équipes qui font qui font les pires intersaisons. Je l'ai sous les yeux. Je les ai pas vus, donc c'est des résultats bruts évidemment, mais 7-0 contre le Sporting, Ouais, ça, ils ont pris des 2-0 claques. contre Blackburn, 4-3 contre Brighton, 5-2 contre Elversberg, 2-0 contre Fribourg et la victoire au tir au but contre Newcastle, qui sauve un peu la prépa. Et quand on voit ça, peut-être que Pierre-Emile Højbjerg a eu raison de pas y aller aussi. Ouais. Mais- Après, mais- Strasbourg, il faut attendre que le mercato de Chelsea se décante et qu'ils enregistrent les Attends, arrivées parce que le 29 août, pour le coup. Là, c'est trop tôt. à tout moment, Emega, il arrive le 1er septembre. Hein. Ouais. Barco aussi, il peut Voilà, revenir. ils Hein. reviennent tous et la saison, c'est plus la même. Mais leur nouvel entraîneur, il est bon candidat pour octobre-novembre, qui passe pas Ah, cette tu période-là. penses, Mais tu ils penses ont qu'il pris ou passe pas pas l'hiver, Xabi Alonso? Ouais, non, pas Chelsea, non, Xabi Alonso, ça va, Ah, mais l'entraîneur qu'ils ont ramené Strasbourg, un peu Mais ils l'ont pris inconnu ou au pas? Parce que bataillon. Ils sont c'est pris le un mec de Bodo Portugais Glimt ou pas? Non, Parce qu'à un ils ont moment, pris un j'ai vu la rumeur Portugais. Un Ah, Portugais, ils ont pas pris le mais mec de Bodo Glimt? non, ils ont pris un Portugais. Assez inconnu au bataillon, j'ai pas son nom. Ouais, Hugo Oliveira. Ouais, mais je connais absolument pas. Ben, moi, il a le bon profil. ouais, Qui après, c'est celui-là? Darzakarian a beaucoup trop d'avance. Ouais. Ligue 1, Ligue 2, Zakaria, il a trop d'avance. Mais tu vois, cet entraîneur de Strasbourg, là, il me fait penser à. Ils avaient pris un entraîneur portugais, Nantes, pas Luis Castro, avant, un chauve qui avait cette tête. Cardozo. Cardozo. Ouais, Un chauve. Cardozo. Oui, Ouais, ben, ouais. c'est le même qui faisait regarder le Roi Lion à ses joueurs. Eh ben, je le vois dans la même lignée, tu vois. Le même type d'entraîneur un peu méthode novatrice, là, il va arriver dans le vestiaire, ça va le voir en fou. Je vois bien le Mais scénario. est-ce que Rosenior, parce que un coach qu'on va affronter aussi dans peu de temps, est-ce que Rosenior a pas une bonne tête à se méga planter avec le PFC? Oui. Ça fait beaucoup, hein. Ouais. S'il se Et plante, là, ça pour fait le coup, beaucoup. Hein. ouais. Deux Mais d'affilée, tu vois, 3e journée, est-ce que tu mets pas le feu à Rosenior dès la 3e journée? franchement, moi, j'aime bien. Après, c'est pas trop incendiaire comme terrain le Paris FC, je pense. Ouais, ils ont été Ouais, cool avec Gilly l'année dernière, je trouve. Ouais, Il mais est resté là longtemps. c'est saison 2, nouvelles ambitions, braquer plus haut, Ah oui, non, bien envie sûr, d'aller mais chercher un top 8. je sais pas s'il se mettrait le feu aux poudres aussi rapidement, pour le coup. Et Bah, Monaco, ils ont après, qui sur j'ai le banc? envie parce que chaque club de Ligue 1 qui se Felipe mettra le Luis, feu là. rapidement Ah oui, c'est vrai. sera un club qui potentiellement sera derrière l'Olympique de Marseille. Et j'en veux le plus possible derrière. Ah bah, ça, on se le souhaite tous, oui, effectivement. Alors, il y en aura, évidemment. On n'a pas le temps de tous les citer, mais il y en aura. Petit prono pour ce week-end? Ça nous fait À, penser à moins on qu'il a y, jamais y ait fait, des choses qu'on n'ait pas dites. on n'a jamais fait le classement de 25-26 au final. C'est vrai. Est-ce qu'on n'essaye pas de mettre en place, alors je le dis en direct, c'est un truc qu'on va pas faire en vrai, donc je m'embarque peut-être dans un truc. Est-ce qu'on n'essaie pas de mettre en place une sorte de système de prono entre nous et les auditeurs d'ici vendredi? Je peux essayer de m'y atteler. Je ne promets rien, mais je peux essayer. Franchement, si Avec on y mon ami, arrive, Pour voir à avec mon, quel point on se rate chaque année. après, avec mon ami Claude. Après, on peut juste créer une ligue, MPP. c'est pas forcément la première journée, ça peut être comme l'OM, on commence la saison le 1er septembre. Hein. Exactement. Après le mercato. Après le mercato. Voilà. On commence la saison après le mercato.
Victoire Prono. Week-end Ouais, moi, je dirais victoire 2-0 pour le coup. Ouais, pareil. Pareil. J'arrive pas à Pareil. imaginer autre chose que de ne pas gagner ce match-là. J'ai tellement peur de ce qui pourrait arriver si on gagne pas ce match-là que. Pareil, 2-0. Après, ça débloquerait peut-être des choses, hein. Peut-être que McCourt se rendrait compte du mur qu'il a devant lui et peut-être qu'il se rappellerait que dans sa poche arrière gauche de son jean, il reste 53 millions qu'il peut nous injecter. Mais je crois qu'il peut même pas. Et un Genre, problème, c'est honnêtement, qu'en plus, ouais, je crois qu'il peut pas. Je crois qu'il a DNCG, même pas le droit. je crois DNCG, qu'il- UEFA diront non. Au cas où on oublie à chaque fois, il est vraiment encadré. Genre. Là, il est vraiment, vraiment encadré. Je crois que par tous Parce les qu'il moyens est qu'il peut chaque essayer. entrée, chaque ligne sur le bilan comptable est scrutée pour la C'est vrai. provenance. C'est vrai. Au petit, Ouais, 2-0. 2-0. Et plus si affinité. Bah, Peshao Balerdi, ou Peshao Harit. Non, Harit, moi, je joue même pas de Arrête, but. Hein. arrête Balerdi. Arrête Balerdi, la saison. Ah, elle commence. Igor, je m'en fous il a des pas buts. marqué 14 buts en prépa pour pas marquer sur la première journée de championnat à Vélodrome, en vrai. Ouais, 0 aussi. Bah, ça fait 3-0 peut-être. Franchement, Harit, les gars, moi, j'ai même pas besoin de but. Moi, moi je veux juste des contrôles. Si, moi j'ai besoin de but parce Des prises de que balles. il faut quand même. Il faut. Ouais, s'il y a Pour une ne pas saison où alimenter il doit le côté stat, c'est Harit il maintenant. stat pas, tu vois. Vas-y, 2 buts là en route là. En fait, On a fait en fait, la moitié du dis-toi on a fait la moitié du chemin déjà. genre, j'entends le côté vouloir des buts, mais genre, j'ai pas besoin de ça pour Ouais, mais on en a valoriser. besoin. Non, mais pour valoriser. Genre, tu vois, tu me dis, si je dois choisir les buteurs, je préfère Léo et frère Igor, mais en vrai, je préfère que Gouiri marque que Harit, Ouais, frère. oui, Genre, oui. Gouiri, Mais moi, j'ai j'ai parce besoin que de Gouiri, savoir on son en a but. pas parlé, parce que on en a pas parlé de Gouiri, mais c'est une valeur marchande. Et autant moi, j'aime trop le joueur et plus le temps passe, plus je me dis en vrai de vrai. On en parlera après vendredi. Je crois que Ouais, Alba et je moi crois qu'on en avons parle. une tech là-dessus. On a rien dit parce que c'est des matchs amicaux, mais on en reparle le week-end Parce prochain, que la semaine prochaine. moi je vais dire au C'est pas petit, faux. de toute façon, tu m'as dit un jour, Gouiri, quoi qu'il en soit, Gouiri Vélodrome, c'est goal ou assist. Ouais, il C'est a c'est une vrai stat qu'il stade. série, hein. En vrai, c'est vrai qu'il a C'est des son stats de jardin. fou à l'OM. Donc C'est vrai qu'il là, a on des va stats de fou à rentrer l'OM. sérieux. Peut-être qu'il va faire son but et ça passer, il y aura plus de sujet, tu vois. Mais ouais, la tech a commencé. Je pense qu'on se sait Ouais, tous. On se s'il sait. marque pas, on en parlera. S'il Ouais. marque, Voilà. Donc on va lui laisser vendredi tranquillement, qui se prépare pour son match. Mais qu'il fasse quand même attention au regard du coin de l'œil. Du coin de l'œil. Et est-ce que c'est pas le premier sujet qui sera débattu du coup dans le premier retour du stade débrief chez vous vendredi soir? Franchement, c'est possible. Bah, il y aura les Parce sifflets que de c'est ça Balerdi. maintenant le prochain rendez-vous. C'est vendredi soir. Ouais. Exactement. et vu que c'est un match à domicile, ça sera pas avec moi. Vendredi soir avec un invité, parce que ça on n'en a pas trop parlé, mais on garde cette idée d'avoir à chaque fois quelqu'un. Je sais pas si on peut l'annoncer. A priori, on peut l'annoncer Oui, avec certitude. on peut, oui. C'est un homme de Ce sera- parole. C'est Ouais. la star du mercato marseillais. C'est la star du mercato. Et allez le suivre justement, allez suivre tout ce qu'il fait aussi en complément Exactement. de ce que nous on peut faire. Suivez l'instant N et c'est l'ami Nordine qui sera avec nous vendredi pour lancer cette saison. Donc, ça sera un débrief 100% comorien à mes côtés pour débriefer ce OM Strasbourg. 100% marseillais. Et Et pourquoi pas un petit but de Tadj, tiens. Une petite rentrée de Tadj à la 60. Ouais, je crois qu'il est là. C'est vrai que, Kélian, bon après, je sais pas de quelle Après, équipe il est. Est-ce que Utrecht les joue Maoris peut-être sont vendredi soir, comoriens hein. ou pas? Ah ouais. On aura un mot sur Utrecht si je vois vendredi soir aussi dans le débrief Marseille-Strasbourg. Ah. Kélian aussi. On se donne rendez-vous du vendredi du coup pour ceux qui seront là et puis merci, ça fait plaisir de vous retrouver. Et on plaisir espère partagé. que vous allez suivre ça toute l'année avec nous. Je pense que de toute façon le mot d'ordre c'est il faudra rigoler. Donc oui. Et pourquoi pas prendre du plaisir? Et plus si affinité. Exactement. Et plus il faudra rigoler et plus si affinité. C'est Avec un Aminarit. la bonne punchline de. Avec de un plus, tel Aminarit, est-ce que le plaisir est pas assuré? Plus que jamais, on compte sur vous pour nous donner un coup de boost sur ce premier épisode parce que je pense que les algorithmes vont pas trop apprécier la période de disette qu'on a eue pendant 2 mois. Donc si vous pouviez mettre un petit coup de pied aux fesses à cet épisode pour ceux qui particulièrement. ont déjà écouté 1h49 et qui sont au bout,
merci pour le taux de rétention déjà. Parce que C'est on déjà ne peut beaucoup. que vous applaudir. C'est déjà beaucoup. Merci à tous les amis. À vendredi. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Ciao, ciao.